Donc, chers membres de la communauté CNDEVOP, merci de votre présence. Donc, nous sommes là, comme vous le connaissez tous, pour dérouler un webinaire sur le Big Data. Mais avant le webinaire, donc, on va juste passer par une présentation de la communauté CNDEVOP. Donc, juste pour ouvrir, le webinaire va s'articuler ainsi. Donc, on va faire la présentation de CNDEVOP qui ne va pas être très longue. Après la présentation de CNDEVOP, on va passer la parole donc, à l'animateur du webinaire, donc, qui va dérouler la présentation du webinaire suivant le sujet que nous tous nous connaissons. Donc, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant, à savoir technologie Big Data, découvrir votre futur métier dans le traitement des données massives. On va revenir un peu sur pourquoi on a choisi ce sujet. Maintenant, après la présentation donc, de l'animateur, on va donner la parole au parrain, qui est le professeur Moustapha Diak, donc, qui est un professeur exécutif directeur de DSC Consulting, mais aussi qui est professeur donc, en Louisiane. Donc, après le discours du professeur, donc, qui sera un discours axé sur 15 minutes, on va maintenant redonner la parole à l'audience pour pouvoir collecter les différentes questions donc, liées à la présentation qui est liée aussi au thème. Maintenant, après ces questions-là, c'est sûr que c'est l'animateur qui va reprendre la parole pour pouvoir répondre à ces questions-là avant qu'on puisse clôturer et donner le mot de la fin. Donc, ça, c'est vraiment le planning qu'on a prévu pour ce webinaire. Et nous espérons qu'ensemble, nous allons passer un bon moment dans un cadre d'échange et surtout de partage, afin que tout le monde puisse en profiter avec ce thème-là qui est très intéressant, technologie Big Data, découvrir votre futur métier dans le traitement des données massives. Donc, Mbaye Babacar, merci beaucoup de votre présence. Donc, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, je vais juste donner une présentation succincte de CNDEVOP. C'est quoi réellement CNDEVOP? Donc, CNDEVOP, c'est la communauté des développeurs du Sénégal. Comme vous pouvez le voir, notre objectif, c'est vraiment, d'une manière générale, de connecter des talents afin de multiplier des opportunités. Entre ces mots, connexion, talent, multiplier les opportunités, il y a énormément d'expressions ou bien de significations. Donc, notre objectif principal est de faire en sorte que tous les talents que le Sénégal recherche, qu'on puisse les connecter. Et on est sûr qu'une fois ces talents connectés, il y a des opportunités qui vont s'offrir à eux, comme aujourd'hui, on est en train de le voir dans le cadre de notre communauté. Donc, CNDEVOP. Donc, on est une communauté sénégalaise qui est dédiée aux développeurs, mais pas seulement aux développeurs, mais surtout aux professionnels de la tech qui sont unis par une vision commune qui est de promouvoir l'innovation, le partage de connaissances et l'accompagnement professionnel. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les développeurs qui sont intéressés par CNDEVOP, mais on a vu que dès qu'on a lancé CNDEVOP, c'est une panoplie de profils donc, qui nous ont rejoints, notamment des gens qui sont intéressés par la finance, qui sont intéressés par la santé, par l'éducation, mais en même temps passionnés du numérique. Et c'est là où on se retrouve quand même pour pouvoir créer cette communauté qui est en train de prendre sa marque au sein de l'environnement numérique du Sénégal. Donc, nos missions et nos valeurs fondatrices restent la collaboration, l'innovation, l'éducation et l'inclusion. Donc, ça, c'est nos valeurs. Nos objectifs principaux donc, seront de soutenir la croissance professionnelle des membres en leur fournissant les outils et les formations adaptées aux exigences actuelles de l'industrie. Aujourd'hui, on est en train de fournir des formations gratuites. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des formations Coursera qui existent, des licences Coursera gratuites pour 6 mois qui existent. Et il y a plein de personnes, plus de 100 personnes, je pense, qui sont en train d'en bénéficier au nom de CNDEVOP. On veut aussi encourager la culture de l'open source au sein de la communauté sénégalaise en facilitant l'accès aux ressources et en créant aussi les opportunités pour contribuer à des projets. Nous voulons créer un réseau fort de professionnels et d'entreprises. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'accès à des partenaires comme DSC. Donc, aujourd'hui, on est partenaire avec pas mal d'organismes et notre objectif, c'est vraiment de faciliter l'accès à l'emploi. Nos activités vont vraiment tourner sur des rencontres telles-ci, des webinaires, des programmes de mentorat, mais aussi des initiatives de contribution open source, comme aussi des partenaires stratégiques, comme le partenariat que nous avons avec DSC. L'impact que nous voulons au niveau de la communauté, c'est vraiment d'organiser des formations et monter en compétences, de promouvoir surtout la diversité de la tech, étant donné qu'on a mis en place des teams sur différentes expertises, ceux qui sont experts en Java, PHP, Big Data, mobile, ainsi de suite. Et il y a aussi d'autres teams expertise peut-être qui vont venir en termes de gestion de projet ou bien en termes d'expertise qui sont connexes par rapport au numérique. Tout ça, ça fait partie de nos futurs entiers. Mais
l'impact la plus plausible, c'est vraiment la création d'opportunités d'emploi pour les membres de CNDEVEP. Là, nous avons commencé à avoir quelques inputs sur des demandes de recrutement, donc qui viennent viser la communauté CNDEVEP. Donc là, pour répondre à la question pourquoi rejoindre CNDEVEP, c'est facile, parce que CNDEVEP, c'est une communauté qui peut vous offrir un large réseau professionnel. Tous les membres aujourd'hui en sont témoins. En rejoignant CNDEVEP, on retrouve pas mal de profils, et je dirais bien des profils qui sont très intéressants. Il faut juste aller voir le groupe LinkedIn et s'en rendre compte que vraiment, là, on est en train de tisser un réseau professionnel assez unique au Sénégal. Il y a aussi l'apprentissage du contenu avec les ressources qu'on est en train de préparer. Donc, avec nos teams, on prépare des ressources et ateliers, mentorats qui vont aider quand même les membres de CNDEVEP à avoir accès à un apprentissage continu. Mais surtout, l'aspect le plus important, c'est l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, participer à une communauté, ça valorise l'innovation, l'entraide et le progrès. Mais surtout, cet aspect de give back dont nous tous, nous savons que c'est un devoir pour nous de donner en retour, étant donné que nous, on a bénéficié de mentors, on a bénéficié d'encadrement, d'expérimenter. Donc, il est de notre droit, il est de notre objectif aussi de faire du give back dans une communauté comme CNDEVEP. Donc, je vais juste m'arrêter là pour dire que CNDEVEP, c'est vraiment une communauté qui est très dynamique et qui commence à prendre ses marques. Donc, sans trop tarder, je pense que l'objectif principal, c'était de juste donner une petite visibilité par rapport à CNDEVEP, par rapport aussi à nos activités. Mais l'essentiel aujourd'hui pour ce webinaire-là, c'est de donner le plein temps à M. Mbaye Babacar. Donc, M. Mbaye Babacar, je vais le présenter rapidement. Lui, on s'est connu donc, à la Sonatel. C'est un expert du Big Data. Et d'ailleurs, même, je dirais, c'est la première ressource que j'ai vue en tant qu'expert Big Data. Parce que quand il faisait du Big Data, c'était vraiment un domaine pas très connu au Sénégal d'une certaine manière. Je dirais qu'il fait partie des premières ressources qui ont travaillé les Big Data à la Sonatel. Donc, c'est un Data AI expert à Microsoft. C'est un architecte complexe Data and AI Pipeline. Donc, il a travaillé dans le domaine du Big Data, mais aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Actuellement, il travaille à Microsoft et il est au Canada. Donc, Mbaye Babacar, je vous laisse la parole pour pouvoir nous présenter donc, le thème du webinaire. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Momar, et puis pour cette présentation-là, ça en flatte beaucoup. Voilà, mais j'espère aussi que le public ne sera pas déçu de la présentation. OK, so, on y va. Je vais partager mon écran et puis laissez-moi savoir dès que vous voyez mon écran. Donc, je vais juste put it in mode chapeau. OK. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit, oui. Est-ce que vous voyez l'écran de Babacar? Oui, c'est bon. OK, très bien. En fait, voilà, et puis pendant que j'expose, je pense que je n'aurai peut-être pas accès au chat. Donc, s'il y a des questions, là, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et puis après, de toute façon, il y aura aussi une session, là, donc Q&A, la question et réponse. Et puis voilà, ça sera aussi une occasion aussi pour poser vos questions. Donc, voilà, donc la présentation que je vais faire, comme Momar vient de le dire, ça porte principalement donc, sur les technologies Big Data, principalement. Et puis, quand on parle de technologies Big Data, ici, on ne va pas trop faire focus vraiment sur... on va pas faire focus sur les technologies en tant que telles, là, mais plus sur les métiers. Donc, voilà, je vais essayer quand même d'expliquer plus ou moins, là, quand on va arriver sur une partie, voilà, ça concerne en quoi, c'est quoi la technologie, mais le juste présent, c'est après d'aller vers les métiers. Donc, tout ce que je vais expliquer sur les technologies, sur qu'est-ce que ça fait, c'est pour vous donner une idée de s'il y a une personne qui est intéressée donc d'explorer les carrières ou tu Big Data, là, voici comment est-ce qu'il pourrait s'y prendre. Voilà, donc Momar vient de me présenter là, donc je pense qu'il a déjà tout dit. Voilà, donc il a déjà tout dit. Vous avez ici mes différents
mes différents contacts. N'hésitez pas à me pinguer là. Je suis très disponible et puis très actif sur voilà, les réseaux sociaux, donc notamment X et puis LinkedIn aussi. Donc, voilà, donc j'ai comme deux PhD, donc un à Computer Science, donc à l'Université Radboud, et puis un autre en Data Science, donc Artificial Intelligence. Actuellement, comme on vient de dire, là, je travaille comme architecte Data and AI, donc données et puis IA à Microsoft Canada. Et puis, mon rôle principalement, là, c'est de faire donc l'architecture des systèmes d'analytique avancés assez complexes là, soit pour nos clients, aussi en interne, là, pour permettre un peu voilà, ben, à des compagnies voilà, qui sont soit avancées, soit qui commencent à embrasser les big data, notamment la partie cloud, là, qu'ils puissent vraiment être sur de bonnes ressources. Voilà, et puis j'ai plus de 15 ans d'expérience, là, ben, ça ne me rajeunit pas beaucoup. Mais comme on vient de le dire, là, voilà, donc ben, mon expérience en tant que data scientist, ben, ça a commencé vraiment ben, au Sénégal après mon master, ou bien quand je faisais mon master, là, c'était comme dans les années, voilà, c'était très longtemps. Et puis après, j'ai commencé à embrasser le monde du big data. Ben, voilà, donc je suis quand même pas fier, mais content et puis honoré là, d'être, je veux dire, comme la première ressource là, par la big data au Sénégal. Bon, pendant ce temps-là, ben, on ne parlait pas encore de tout ça. Et puis, voilà, avec ça aussi, j'ai comme pas mal d'expérience en tant que speaker et puis en tant qu'enseignant. Voilà. Et puis, je suis très engagé dans les communautés. Ben, naturellement, au Sénégal, donc dans les communautés comme Galsen AI, là, je suis très engagé là-bas. Ici aussi, au Canada, j'ai aussi créé un meet-up là, où on a presque environ 2000 à 3000 personnes qui sont connectées. Mais ça, c'était comme il y a 5 ans. Voilà. Et puis, ce qui s'appelle Expat francophone donc à Montréal. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'accompagner un peu les francophones qui viennent s'établir, surtout à Montréal, là, sachant que voilà, on est dans un monde qui est plus ou moins anglophone. Donc, c'est bien de pouvoir trouver des choses pour ces personnes-là. Alors, ça, c'est ma présentation. Voilà, donc pour le sujet qu'on va explorer, là, nous allons aborder plusieurs sujets clés. Donc, notamment, on va faire une introduction sur le big data. On va aussi faire, voilà, donc parler des technologies, des outils. Et puis, bon, ça, c'est juste les sujets que je vais aborder là, mais c'est pas forcément l'ordre qui sera abordé. Voilà. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Tout le monde m'entend bien, right? Oui, c'est très bien, docteur. OK, parfait, parfait. Donc, voilà, on va commencer. Donc, habituellement, là, moi, dans mes... j'aime toujours donner des définitions, là. C'est un peu mon background d'enseignant, là, pour m'assurer des deux choses. Ben, qu'on est aligné et puis quand on utilise les expressions, que je m'assure, voilà, qu'on parle des mêmes expressions aussi, là. OK, donc voilà, ben, je vais commencer par définir d'abord ce qu'est une donnée, là. Ben, c'est très fun, là. C'est drôle, mais oui, c'est important qu'on s'aligne d'abord sur c'est quoi une donnée. Parce qu'il est important ici de faire une différence entre une donnée et puis une information. Voilà, donc l'information, c'est pratiquement ben, ce que vous recevez ben, chez les journalistes ou ce que vous recevez aussi en tant qu'insights. Mais la donnée, c'est vraiment voilà, donc ce que je vais définir ici comme, voilà, comme ce qui va servir à un point de départ, à un raisonnement, et puis le résultat de raisonnement pourrait être comme une information. Voilà, donc, et comprendre aussi donc, voilà, que la donnée peut être définie comme étant une description élémentaire d'une réalité, une observation ou bien une mesure. Ben, ça, c'est une définition que j'ai prise sur Wikipédia, et puis que j'ai modifiée un peu pour m'assurer que ça correspond un peu à ce que je vais faire. Donc, une fois qu'on comprend un peu, imagine donc cet aspect élémentaire-là, il y en a combien dans le monde? Il y en a des milliards et des milliards et des milliards. Et puis, c'est là où maintenant ça commence à se dire, OK, ben, regardons un peu le contexte actuellement du monde en termes de données qui est disponible. Donc, ça, en fait, ce que je partage là, c'est issu du rapport donc, de IDC, ben, qui est donc de Digital Universe, qui a été fait en 2020, OK? Ben, qui donnait comme les personnes en 2020, mais ça a été fait en 2012. Et puis ça a été
ça a été un peu mis à jour. Mais ici, pourquoi je présente cette figure-là? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant ici de voir, je ne sais pas si vous voyez ma souris là, mais je vais prendre peut-être le pointeur laser. Voilà. Donc, ce qui est important ici de voir, c'est en fait de voir comment est-ce que les données sont en train de grandir. OK? De grandir ici. OK? Et puis, juste un instant, je vais dire ici. OK, donc de grandir ici. Et regardez la portion de données également qui était attribuée au cloud. Et imaginez que, par exemple, des clouds tels que Facebook, Microsoft, ou même, je prends même les Orange, ou bien tous les data centers, ils reçoivent donc des exabytes, des millions de terabytes de données, et puis ils arrivent à répondre aux différentes requêtes des utilisateurs. Hey, on se pose la question, mais hey, comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Ben, c'est un peu les outils qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, donc, j'ai aussi pris ça. Ben, ça, comme c'est le rapport que j'ai donné tout à l'heure, mais qui a été mis à jour, OK, qui a été mis à jour pour cette fois-ci, donc, présenter un peu. Ça, c'était les tendances qui a été fait en 2020, parce qu'en fait, en 2012, il y avait une tendance qui faisait des prédictions jusqu'en 2020. En 2020, maintenant, ils ont sorti un autre rapport qui donne un peu la prédiction des données donc jusqu'en 2025, ici que vous voyez, ici, ben, l'année à laquelle on est. Donc, qui estime ou bien qui prédit qu'on aurait comme 175 zettabytes de données. Et puis, hier, j'ai essayé de voir un peu, mais ça, c'est beaucoup, oui. Et puis, ça sert à quoi concrètement là? Comment est-ce qu'on peut comprendre si on essaie de faire des correspondances avec ce qui existe actuellement, comment est-ce qu'on pourrait comprendre cette quantité de données-là? Et puis, je me suis permis d'aller voir un peu le rapport aussi donc, qui explique ça. Je vais le retrouver, je l'avais ouvert ici, là. Mais ça disait un peu que, en fait, pour comprendre donc, cette quantité de données-là, il faisait allusion, par exemple, à des disques là, et puis il disait c'est comme si tu avais des DVD donc, qui contiennent des données, et puis que ça pouvait faire comme 100 ou 20 fois le tour de la Terre pour contenir donc ces données-là. Et puis ce qu'il dit actuellement, c'est comme si par exemple une personne était en train de transférer ces données-là avec une vitesse qui tournait autour, par exemple, de 90, par exemple, mégabytes par seconde, ça allait prendre 18 milliards d'années à cette personne-là de pouvoir donc faire ce transfert de données-là. Donc, un peu pour vous dire, ouais, les gars, ça c'est quand même, ça c'est énorme là. Ça, c'est énorme. Voilà, donc voilà, pour les DVD, c'est comme si on partait, donc, c'est comme on faisait 23 fois le tour de la Lune, et bien 222 fois le tour de la Terre en termes de données. Hey, ça, c'est beaucoup, les gars. Ça, c'est beaucoup. Et maintenant, toutes ces données-là, comment est-ce qu'on va les faire pour pouvoir y tirer profit? Et puis, c'est là maintenant où le big data intervient. Donc, et puis, en termes de définition, là, le big data, c'est comme, donc, un ensemble de données volumineux, variées, et puis donc, avec une vitesse. Et donc, c'est là où on définit les 3V. Bon, après, on verra concrètement ça veut dire quoi les 3V. Mais quand même, ça se réfère un peu à des ensembles de données si volumineux ou complexes qu'ils nécessitent des outils et des méthodes avancées pour les traiter. Donc, cela inclut non seulement la taille, la vitesse, mais aussi donc, la variété avec laquelle on reçoit les données. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand on a beaucoup de données, là, ben, vous savez, hein, une entreprise, une compagnie ou même une personne là, ne va pas mettre beaucoup d'argent pour collecter les données et puis après dire, OK, that's it. Non, quand on collecte les données, c'est parce que ça doit servir à quelque chose. Et puis, c'est ces 6 points-là qui définissent de quoi est-ce qu'on a besoin une fois qu'on a les données. On a besoin de les capturer, oui. On a besoin de data center, on a besoin de disques durs, si vous voulez, de SSD, whatever qu'on utilise là. On a besoin aussi de les rechercher. Parce que si vous avez beaucoup de données et que vous ne pouvez pas les rechercher, ça ne sert pas à grand-chose. On a besoin juste de partager ces données. Par exemple, si moi, j'ai mes données
avec Orange ou avec Expresso ou avec une banque, là, mais je dois être capable d'aller me connecter à l'application et puis de pouvoir accéder à mes données. Voilà, mais toujours de manière, je vais rester comme 2 jours là pour avoir accès par exemple, à mon solde de compte. Je vais y accéder right away quand je suis dans l'application. Il faut les stocker, il faut les analyser et surtout, surtout plus important, il faut savoir les présenter. Parce que c'est en ce moment-là que ça devient comme des insights qui pourraient être réutilisés pour faire autre chose. Donc, et puis de là, maintenant, ben, ça, c'est comme une définition là, mais il y a une autre définition maintenant aussi qui est vraiment plus orientée, voilà, qui est plus orientée comme compréhension. Okay? Donc, il y a une définition comme de IBM qui dit voilà, que le big data, ça va au-delà même de la notion de volume, ça constitue aussi une opportunité des connaissances sur les types de données et de nouveaux contenus. Et puis là, maintenant, on est en train de transformer la donnée en information. Okay? Et puis, ben, moi, j'ai une définition qui est plus technique, là, que je basée sur mon expérience, etc. Moi, je définis ça aussi comme étant l'ensemble des méthodes et techniques permettant de traiter humainement et sémantiquement des données massives. Humainement, parce que voilà, ben, quand je pose une question, là, je ne veux pas rester 4 ou 5 jours avant d'avoir un résultat tant que tu en as besoin. Voilà. Et puis, il faut que ça reste dans la vie. Et maintenant, donc, il y a eu un boom. Donc, il y a eu un boom là donc, des big data. Pourquoi est-ce que ben, les données massives ont toujours existé? Voilà. On a toujours collecté beaucoup de données. Mais pourquoi on n'en parlait pas avant? Ben, on n'en parlait pas avant parce que c'était comme une manne de données ben, qui servait, qu'on stockait, mais qui ne servait pas beaucoup. Et donc, avec l'avènement du Web 2, on s'est dit, OK, mais les gars, ben, il faudrait qu'on commence à trouver des moyens d'utiliser ces données. Et le fait de pouvoir donc, mettre en place donc, toute la partie Big Data en termes de tooling, ben, outillage, là, et puis en termes de technologie, et puis même en termes de techniques d'exploration, ben, ça a donné naissance à beaucoup, beaucoup de nouvelles disciplines. Ben, aujourd'hui, qu'on se dit waouh là, mais c'est principalement, par exemple, toute la partie aujourd'hui, donc deep learning, donc apprentissage profond, donc, qui parle aussi des réseaux de neurones. Ça a été rendu possible grâce aux technologies donc big data et aux outils big data. Et puis ça a donné lié au LLM, donc au large language model, qui est aujourd'hui la base de tout ce qui est l'IA générative. On parle de DeepSeek, on parle de DeepSeek, on parle de GPT, voilà, on parle de ChatGPT, mais on parle de Llama, on parle des modèles Mistral. Tout ça, derrière ces modèles-là, c'est de l'IA générative, mais cette l'IA générative-là, pour que ça puisse être possible, il a fallu avoir une quantité énorme de données. C'est comme un apprentissage qui se passe sur toutes les données, je veux dire, qui existent dans le monde, une partie de livres, tout le web, et aussi donc une partie de support numérique hors web, bien sûr. Et ça, ça a permis quoi? De pouvoir donc démocratiser l'accès à la donnée, parce que c'est devenu pas cher, et puis ce qui a donné beaucoup d'opportunités de développement économique, social, donc pour les pays en développement surtout. Et voilà, donc, et puis ça me permet d'aller dans une autre définition donc, du Big Data où on a les 3V. Donc, les 3V qui décrivent un peu les caractéristiques essentielles donc, du Big Data. Le volume qui fait référence à la quantité, c'est le premier élément. La vélocité qui fait référence à la vitesse à laquelle les données arrivent. Voilà, tous les jours, on en reçoit des milliards et des milliards de données. Et la variété qui réfère les types de données, mais qui peuvent être les données structurées. C'est les données quand vous allez sur un site web ou quand vous allez sur quelque part, vous remplissez un formulaire. Ça peut être stocké dans une base de données. Et là, on parle de données structurées. De données semi-structurées, vous, les développeurs, ils connaissent bien le JSON, tu vois. Donc, JSON, c'est considéré comme une donnée semi-structurée parce que, bien vrai que tu n'as pas des colonnes bien définies, mais tu as des clés valeurs. Donc, ça veut dire que si tu veux avoir accès à une donnée, tu peux utiliser donc, la clé pour accéder à la valeur, qui est un peu la donnée. Mais aussi, il y a des données aussi qui peuvent être non structurées. Puis là, on parle des images, on parle des fichiers RAW, donc les fichiers bruts. On parle également aussi des vidéos qui sont des données qui ne présentent pas de structure en amont. Il faudrait les pré-traiter pour les avoir en avant. Maintenant, c'est bien, oui, c'est très bien d'avoir beaucoup de données qui arrivent à une vitesse et puis qui sont variées. Et après, et c'est là maintenant on dit, OK, au lieu de rester dans les 3, passons maintenant au 6V. Donc, au 6V qui, en plus de la volume véracité, qui en plus de la volume, vélocité
et de la variété, va rajouter encore 3 autres composantes qui vont permettre de pouvoir gérer. La véracité, OK, on a beaucoup de données, mais il faut que les données soient vraies pour qu'elles puissent être utilisées. La valeur, ben oui, quelle est la valeur que la donnée m'apporte? Je sais que j'ai beaucoup de données, je sais que j'ai beaucoup de données qui sont variées. Maintenant, il faudrait que ça m'apporte de la valeur, sinon tout l'argent que j'ai mis dans les outils, tout l'argent que j'ai mis dans les systèmes de stockage ne vont pas servir à grand-chose. Et en plus, ça a aussi la variabilité. La variabilité, ben, c'est quoi? C'est en fait les variations des flux de données. Et puis, ce qui peut aussi compliquer donc, dans la gestion. Et c'est ça maintenant qui a plus donné vie, par exemple, au modèle de machine learning, à tout ce qui est intelligence artificielle, parce qu'en fait, c'est la variabilité là, les tendances qui vont permettre de pouvoir faire apprendre aux machines toutes les situations possibles, afin que ces machines-là puissent prédire, interpréter, ou bien même aider à faire des décisions, à prendre des décisions plutôt, donc bon, make decisions, je suis en train de confondre l'anglais et le français, mais il n'y a pas de problème. Donc de prendre des décisions sur en fait des situations qu'on n'a jamais connues ou des situations à venir. Voilà, donc c'est bien d'avoir donc cette variabilité-là. Alors maintenant, c'est quoi maintenant en fait l'importance voilà, c'est quoi l'importance aujourd'hui des big data dans le monde moderne actuellement dans lequel on je viens de parler rapidement de la prise de décision donc dans les entreprises. Okay, très bien là, voilà, il faut quand j'ai beaucoup de données là, il faudrait que j'ai vraiment des technologies donc big data bien sûr qui vont permettre ici à analyser les tendances et à prendre des décisions éclairées pour améliorer leur performance. Par exemple, là, un cas très simple là. Alors, c'est un peu, souvent on reçoit des notifications qui peuvent être des rabais, qui peuvent être des soldes, qui peuvent être des promotions, voilà. Et par exemple, Orange ou Expresso voilà, Orange Expresso principalement là, ou Tigo, je pense qu'ils ont changé de nom maintenant là, voilà. Donc, ils peuvent nous envoyer, ils peuvent faire, aujourd'hui, on va faire une promotion, on va mettre une promotion. Celui qui achète, par exemple, 1000 francs de crédit, il a 1 giga de données, etc. Là. Ça, c'est des choses qu'on reçoit, mais c'est pas sur le hasard. Hein. Ça veut dire, c'est pas comme le directeur ou bien le chef de marketing qui se lève au bonjour et puis qui va dire, OK, aujourd'hui, on va faire comme une promotion parce que demain, c'est le Magal de Touba, ou parce que demain, c'est le Gamou, ou parce que demain, c'est la Tabaski ou autre, ou parce que demain, c'est Noël. Non. Ces décisions-là sont basées sur des données et ces données-là, sont traitées de manière raisonnable en utilisant les outils Big Data et puis donc va être un input dans les décisions que les entreprises vont prendre. C'est important. Ensuite, l'autre apport aussi que ça va aussi dans le monde moderne, un peu là, c'est donc dans la recherche scientifique. Voilà, donc dans la recherche scientifique, aujourd'hui, on le sait là, donc la recherche, elle est très avancée. Par exemple, les cas les plus simples là en termes pour utilisation des big data dans le monde de la recherche scientifique, c'est presque la météo. Donc, voilà, la météo. Mais comment se fait-il aujourd'hui que la météo soit capable de pouvoir prédire la température, de pouvoir prédire les phénomènes qui vont se passer, par exemple, demain ou après-demain? Ça, c'est à long terme. Mais c'est simplement parce que ils ont des outils, ils ont beaucoup de données, des données massives, et puis des outils big data qui vont leur permettre de pouvoir, en fait, prédire ces genres de situations-là. Maintenant, en plus maintenant donc de ces différents impacts, bien sûr, donc sur la recherche scientifique, on a ce qui nous impacte dans la vie quotidienne. Voilà, donc dans la vie quotidienne, on parle des services de santé, on parle donc des services qui sont liés à l'agroalimentaire, on parle des décisions au jour le jour que les États prennent. Et puis, je vous dis, ça, c'est des choses qui sont utilisées dans tous les pays au monde. Voilà. Que ce soit un pays sous-développé, que ce soit un pays développé, là, tous les pays du monde aujourd'hui ont quelque part une entité qui consacre sur l'aide à la décision en utilisant des données. Et puisque les données, ces décisions-là, c'est des décisions qui doivent être prises comme à quasi temps réel des 24 heures
avec donc des délais de 24 heures, là, ben, ils sont obligés d'utiliser aujourd'hui donc, des outils Big Data. Ben, soit, dans certains pays, bien sûr, ben, les équipes ils sont dans les pays humains. Dans d'autres pays, ben, c'est des équipes externes ou, voilà, ou c'est des équipes externes ou ben, extérieures qui vont intervenir pour pouvoir aider à prendre cette. Aujourd'hui, tous les pays du monde, donc, voilà, donc, ils font ça. Alors, voilà, donc je vais maintenant aller parler maintenant, maintenant que j'ai défini le big data, son contexte et pourquoi il est important dans le monde moderne actuel donc, dans lequel on vit. Alors, on va voir un peu maintenant, c'est quoi ces technologies-là et on va voir, donc dans cette section, voilà, on va donc principalement parler voilà, donc, des outils technologiques qui vont faciliter, par exemple, la gestion française ces données massives. Donc, voilà, on va voir un peu les outils technologiques qui vont aider, faciliter. Donc, c'est la gestion, analyse des données massives, mais aussi, voilà, le stockage aussi bien, donc, essentiel aujourd'hui quand on parle de Big Data, sur d'architecture de Big Data. Voilà. Voilà, il y a trois notions en termes de stockage, mais en plus de stockage, il y a ce qu'on appelle les moteurs de traitement par le stockage. Donc, quand on est donc quand on parle donc de Big Data, là, principalement, on a deux types de stockage qu'on appelle les legs de données et puis les entrepôts de données. Donc, dans les legs de données, là, c'est principalement qui permettent de conserver une très grande quantité de données brutes dans leur format natif. Et pourquoi brut dans leur format natif, là? Tout simplement parce qu'en fait, ces données-là, ils seront après exploités avant d'être exploités, traités, nettoyés, curated. Je ne sais pas c'est quoi le mot français, mais un peu, voilà, curated, c'est comme voilà. On va mettre un peu de, voilà, on va mettre un peu de sanitanisation devant là, donc voilà, curated là pour les rendre consommables. Okay? Et une fois maintenant que ces données sont rendues consommables, elles sont comme exposées dans les entrepôts de données. Donc, les entrepôts de données qu'on appelle data warehouse donc, en anglais, et puis je pense que c'est le mot le plus utilisé là. Donc, c'est des systèmes conçus ici pour le reporting. Mais pourquoi est-ce qu'on a comme ces deux couches différentes là? Parce qu'en fait, dans la première couche où on a les legs de données, les données, ils viennent brutes parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une latence entre le moment où on reçoit les données et le moment où on le stocke, parce que ça crée des problèmes. Donc, les données, ils viennent en vitesse, ils viennent en variété, ils viennent en volume. On le stocke. Et maintenant, après, on aura souvent ici, là, une petite, voilà, j'ai pas mis d'architecture, mais voilà, on aura ici, une petite, on va dire, un lien, OK, entre ici et là. Et dans cette partie-là, ici, c'est là où on aura comme la plupart des outils Big Data, qu'on va voir après quand on va parler des métiers, et qui vont permettre donc de passer de là à là. Et puis leur objectif, ça serait principalement de pouvoir pré-traiter les données, de pouvoir les sanitiser, voilà, donc, et puis de pouvoir les rendre plus consommables à des personnes tierces. Et puis, ces données-là, ils sont mis dans les entrepôts de données. Et puis, c'est là maintenant où vraiment toute la partie analyse, la partie reporting là, va se faire. Donc voilà, les données ici sont structurées et optimisées donc, pour des requêtes rapides. Hein, parce qu'ici, on est comme dans des décisions, des décisions à temps réel, que c'est à court délai. Donc, d'où l'importance d'être très rapide dans l'exposition. Voilà. Et puis, donc, par rapport à ça, il y a principalement donc, plusieurs types de stockage qui sont utilisés. Voilà, on parle de NoSQL, on parle de Raw. Là, donc, on va voir les premiers métiers ici qu'on va voir. C'est un peu un métier qu'on appelle donc architecte de données. Et puis donc l'architecte de données là, donc son rôle principal, c'est quoi? C'est de concevoir et de gérer
gérer, en fait, pour gérer de stratégie, l'infrastructure de données. Donc, ça peut être y compris, bien sûr, les lacs de données, y compris aussi les entrepôts de données. Voilà. Donc, l'architecte de données, lui, son rôle, c'est quoi? C'est que, OK, je reçois, par exemple, 10 Tera de données par jour, 10 Tera de données par jour, je les reçois à la seconde, ou bien je les reçois par 15 minutes, ou je les reçois par heure. Quel est l'outil le plus adéquat, disponible bien sûr sur le marché, qui va me permettre d'aller me connecter à ces sources disparates, et puis de les prendre, puis de venir les mettre dans mon lac de données, sachant qu'il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de latence. Okay. Donc, en fonction du besoin, voilà, donc le besoin c'est quoi? C'est quelle est la vitesse à laquelle mes données arrivent, c'est quoi la quantité de données qui arrivent au pas de temps défini. Ensuite, c'est quoi ce type de données-là? Quelle est la variété des données? Est-ce que je reçois les données en mode structuré depuis des bases de données, en mode semi-structuré depuis des fichiers CSV, ou bien depuis des fichiers JSON, ou bien c'est des données qui sont complètement raw, donc complètement brutes, non structurées, que je reçois par exemple à travers des fichiers, voilà, des fichiers bruts, binaires, images, vidéos, des trucs comme ça. Donc, le rôle de l'architecte ici, c'est vraiment de pouvoir positionner les différents outils et comment est-ce que les différents outils seront interconnectés entre eux pour pouvoir atteindre un objectif bien défini, surtout en termes de latence et puis en termes de scalabilité, ça veut dire en termes de mise à échelle. Okay, aujourd'hui, j'ai comme 1 giga de données par jour, mais si demain j'ai 100 giga de données par jour avec un 24e de ça par heure, comment est-ce que mon système va mettre? Donc, l'architecte, son rôle, c'est de think, c'est donc de penser et puis de concevoir ce système-là. Donc, en plus de ça, on a aussi, voilà, notamment la sécurité, et l'efficacité demeurent des éléments importants là, pour l'architecte. Après, maintenant, on a comme l'administrateur de base de NoSQL, ça, c'est vraiment un rôle qui va principalement impliquer la gestion des bases de données NoSQL. Mais pourquoi je parle ici de NoSQL et pas de SQL? Parce qu'en fait, dans le monde du big data aujourd'hui, pratiquement donc, la plupart des bases utilisées, c'est les bases de données NoSQL. Mais par contre, ils peuvent être structurés. Voilà. Parce qu'en fait, avant, on avait du NoSQL qui signifiait pas du tout de SQL, de SQL. Mais maintenant, le NoSQL, ça veut dire not only SQL. Ça veut dire quoi? On peut avoir des bases de données NoSQL, mais qui peuvent contenir des données structurées. On va voir quelques exemples là. OK. Et maintenant, quand je referai aussi également, donc là maintenant, je vais faire un focus principalement sur les outils. Donc, aujourd'hui, toute la magie derrière le traitement de données massives, ça part de 2 outils. Un outil qu'on appelle Hadoop et puis un autre qu'on appelle Spark. Donc, vraiment, toute la magie derrière, c'est ces outils-là. Bon, avant, moi, par exemple, quand je commençais à faire du big data, c'est des outils qu'on allait télécharger en open source, donc dans les différents sites, qu'on avait ici, puis on travaille avec les administrateurs pour qu'ils les configurent. Et puis nous, on les utilisait comme nativement comme ça. On les utilise nativement comme ça, on faisait nos développements nativement comme ça. Mais aujourd'hui, c'est des outils aujourd'hui qui sont un peu comme un under the hood, là, donc qui sont un peu comme un back-office, okay, ou bien un background, et que la plupart des outils aujourd'hui utilisés dans le big data, c'est des outils quand même qui sont front-end. Okay, mais quand même, il faut les maîtriser pour pouvoir le faire. Mais Hadoop et puis Spark, c'est les 2 outils vraiment qui sont derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui veut faire une carrière dans le monde du big data, c'est une obligation au moins de comprendre comment est-ce que ces outils-là, ils marchent derrière. Donc, mais Hadoop, donc principalement là, il y a différents composants, dont les plus importants, c'est comme le MapReduce, qui est un peu le moteur de calcul, et puis l'autre aussi, c'est le HDFS, donc voilà, donc Hadoop Distributed File System, qui est un peu le système de fichiers distribué. Voilà, je pense que peut-être on aura, si le moment le permet là, on aura une autre occasion, voilà, donc de vraiment faire focus sur les aspects techniques vraiment de Hadoop et puis de Spark. Et puis là, on pourrait comme rentrer plus
dans les détails, mais là, mon focus aujourd'hui pour la présentation, c'est principalement pour parler carrière et puis métier. Voilà, donc on a Hadoop et puis Spark. Donc Hadoop, voilà, donc c'est vraiment donc un outil open source là, qui permet de faire du stockage et puis du traitement distribué. Donc pour de très grandes quantités de données. Ici, là, on parle vraiment des terabytes de données là, sur lesquelles on veut, qu'on veut utiliser et puis faire de l'analyse en respectant bien ce que je viens de dire là, le fait de pouvoir avoir les réponses, donc vraiment dans un délai qui est acceptable, qui est très tôt. Ensuite, en plus de Hadoop, on a aussi le Spark, donc Spark ici qui est le moteur de traitement. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, là, quand je parlais, je disais qu'on a principalement deux types de moteurs donc, dans le Big Data. On a des moteurs de stockage, bien des engins de stockage et des moteurs de traitement. Donc si Hadoop, avec son système de fichiers distribués, est comme le top qui est utilisé en termes de stockage de données. L'autre maintenant qui est utilisé en termes de moteur de traitement de données, c'est Spark pour traitement. Ben, c'est ça qui est derrière comme tous les grands, je veux dire, tous les grands moteurs de traitement qu'utilisent les plus grandes entreprises. Là, je parle de Facebook, Microsoft, je parle de AWS, etc. C'est vraiment basé sur cet esprit-là de Spark comme moteur de traitement, qui est gratuit. Hein, donc, le site, vous pouvez aller sur le site, c'est open source, vous pouvez aller télécharger. Alors, maintenant, si on revient donc, vraiment là dans les bases de NoSQL, ben, comme je viens d'en parler, donc l'utilisation donc, des bases de NoSQL dans les Big Data, c'est principalement la flexibilité, donc voilà, donc les applications qu'on va en faire, et puis un peu la scalabilité, ça veut dire c'est la capacité à ce que ben, les données, les données passent d'un volume à un autre plus élevé, voilà, que ton système puisse continuer à marcher comme expected, comme attendu. Et ben, aujourd'hui, en termes de NoSQL, ben, il y en a certaines bases de données qui sont les plus utilisées. Là, je parle open source, on-prem, mais dans le cloud, ça serait un peu différent. Mais on va revenir donc dans le cloud, là, mais on-prem, c'est des MongoDB, c'est des Cassandra. Donc, MongoDB, c'est vraiment si vous voulez stocker des données sous forme de documents. Ben, c'est vraiment un document, là. Okay, document qui veut dire quoi? Ben, document, comme tu as des documents, là, donc un document, ben, le nom du document et puis le contenu du document. Donc, MongoDB est le plus utilisé pour ça. Cassandra, lui, qui est utilisé comme étant une base de données qui est vraiment distribuée de haute disponibilité. Ben, pourquoi? Parce que, ben, comme vous le connaissez, là, donc la plupart des architectures aujourd'hui, ils ont comme des clients serveurs ou bien slave. Okay? Et puis le master, il est ce qu'on appelle le single point of failure. Ça veut dire si votre master tombe, habituellement, ton cluster tombe. Mais Cassandra, il est fait de sorte qu'il n'y a pas un seul master. Donc, il y a plusieurs masters qui sont capables de se donner des informations. Et c'est pourquoi on dit que c'est une base de haute disponibilité, parce qu'il permet vraiment d'être hautement disponible. Là, ben, s'il y a des problèmes sur un nœud de ton cluster, ben, on ne pourra prendre comme le contrôle et puis continuer à travailler. Ensuite, on a HBase, qui est une base de données donc, de type orienté colonne, mais qui est comme la base de données NoSQL par défaut qui vient avec Hadoop. Et puis, on a aussi qui est un peu comme ça. Ça veut dire quoi? Ben, c'est comme Redis, là, il avait un système qui permettait de stocker les données sur la RAM pour que ça puisse être accessible très, très facilement. Et pratiquement toutes ces différentes bases-là sont disponibles aussi dans le cloud avec les différents, avec des équivalents dans le cloud. Par exemple, avec Azure, on a Cosmos DB, avec AWS, on a d'autres choses. D'ailleurs, même c'est ça ben, que je vais en parler ici. Par exemple, si on check aujourd'hui le big data dans le cloud, là, donc voilà, il y a un certain nombre de services qui sont disponibles. Donc, dans AWS, ben, vous avez donc Redshift, donc EMR, et puis Glue, ben, qui permet de faire du big data. Et puis, pratiquement, ceux là derrière, ils ont soit c'est du Hadoop ou du Spark qui est derrière comme leur moteur back-end. Après, sur Azure, vraiment, ben, il y a beaucoup de services, ben, parmi lesquels Azure Synapse, le Data Lake et puis Azure Databricks qui vont permettre de faire ça. Puis dans Google, ben, on a le BigQuery, Dataflow et Dataproc. Ben, je suis moins familier avec Google, donc j'ai fait du Azure, j'ai fait aussi donc, de AWS, mais je suis vraiment moins familier avec Google. Voilà, donc là maintenant, je pense que je vais passer ça, je vais déjà parler de ça, donc de la collecte donc, des données en termes de big data. J'ai aussi parlé donc, du nettoyage des données, donc c'est quand tu as, ça c'est un peu le processus, hein, donc
le processus donc, de Big Data, c'est comme on a trois étapes principales. Donc, la collecte des données, c'est comme la première étape, parce que c'est là où vraiment on va collecter les données, voilà, donc comprendre les sources, comprendre la qualité de la donnée. Une fois qu'on a ça, maintenant, on passe vraiment à l'étape de nettoyage. Donc, ici, donc, dans l'étape dans l'étape de nettoyage aussi, là, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont très importantes là, sur lesquelles on va travailler, voilà. Et puis après, maintenant, la dernière étape, c'est vraiment donc l'étape de l'analyse des données. Alors, ce qui est intéressant aussi, donc, parce que pendant que j'ai présenté les différents outils, les différentes techniques de analyse, donc vous avez déjà commencé à comprendre qu'il y a un certain nombre donc ben, je vais passer sur ça, ok, parce que j'en ai déjà discuté là dans mes qui. Maintenant, voilà. Donc, vous avez compris qu'il y a un certain nombre de techniques et puis de connaissances qui sont requises, ok. Maintenant, on va juste ici, donc sur 4 ou 5 slides, on va les formaliser. Okay? Donc, on sait de quoi on a besoin. On doit connaître Hadoop, on doit connaître Spark, voilà. On doit connaître aussi l'architecture, on doit connaître comment ça marche, etc. Là, ça, c'est comme globalement les compétences qu'il faut. Maintenant, si on voit maintenant dans les détails, qu'est-ce que ça va faire? Donc, l'un des métiers, le plus grand métier, donc l'un des métiers là, les plus mis en exergue dans dans le monde du big data, c'est le data engineer. Le data engineer, c'est quoi son rôle? Ben, son rôle, c'est vraiment la personne qui va aller implémenter les systèmes de gestion, les systèmes donc, de stockage et les systèmes de traitement. J'en avais déjà parlé, hein, donc toujours les deux, stockage puis traitement. Donc, eux, ils sont responsables de la conception, de la mise en œuvre et de la gestion donc, de ces systèmes-là pour qu'ils fassent donc, de données massives. Ensuite aussi, ben, ils vont aussi collaborer avec d'autres professionnels. Là, ben, comme vous le savez, là, ben, si on doit faire une chose, il faudrait qu'on comprenne c'est quoi l'objectif final. Et puis, c'est en étroite collaboration avec les personnes qui vont utiliser les données qui vont sortir des pipelines de data engineering, donc naturellement avec les data scientists et puis les data analysts. Alors maintenant, quelles sont les compétences requises donc principalement pour le data scientist, pour le data engineer? Ben, voilà, c'est principalement donc les langages, ben, les langages comme Python, R ou SQL. Ben, maintenant, on est plus sur du Python et sur du SQL. Le SQL, il est très, très, très important qu'on puisse le maîtriser. Il doit comprendre un peu aussi tout ce qui est statistique et puis analyse des données. Il doit comprendre tout ce qui est, voilà, statistique et puis il doit comprendre aussi avoir ben, des qualifications académiques. Naturellement, c'est important d'avoir des diplômes en informatique, en mathématiques et puis en statistique. Et ainsi, avoir des certifications ben, sur le plan Big Data. Donc, et puis moi, donc, quand je considère ce rôle-là principalement dans un contexte de Microsoft Azure, donc le cloud de Microsoft Azure, donc ici, j'ai donné un peu ben, les rôles et puis les responsabilités ainsi que les compétences clés. Donc, c'est quoi les rôles là? Son rôle donc, en tant que data engineer sera principalement de travailler sur les deux principaux moteurs de traitement qui sont disponibles dans Azure, qui est Azure Data Factory, dont j'ai parlé ici, mais aussi Azure Synapse Pipelines. C'est comme les deux moteurs de traitement. Maintenant, en termes de stockage, dans Azure, donc, qu'est-ce qui est disponible? C'est du Azure Data Lake, mais aussi du Azure Blob Storage. Ben, j'ai déjà parlé de c'est quoi un Data Lake, donc c'est la même chose, on a l'équivalent. Ensuite, en termes d'optimisation des traitements, ben, on a le Azure Databricks, on a aussi le Azure donc, Synapse Analytics, qui sont aussi des outils, et avoir aussi un peu de connaissance donc, dans la sécurisation et dans la gouvernance des données. C'est très important. Et puis, l'outil qui est positionné, c'est Purview, qui va permettre donc d'avoir ce niveau de gouvernance-là sur les données. Bon, la gouvernance de la donnée, c'est comme dire, OK, ben, j'ai des données, comment est-ce pour comprendre l'actif des données que j'ai dans mon entreprise. Les compétences clés, donc en plus vraiment des rôles et responsabilités, c'est de quoi le SQL, je l'ai dit là, SQL il est hyper important. De connaître PySpark. Donc PySpark, ce n'est rien d'autre qu'une variante Python pour Spark que je viens de parler. Il y a aussi Azure Databricks qui est important de comprendre. Data Factory, j'en ai déjà parlé, mais aussi Azure DevOps pour tout ce qui est CI/CD pipelines. Donc, alors, en termes de certification recommandée, si vous voulez avoir ce métier-là dans l'environnement Azure, bien sûr, ben, il y a un certificat qui s'appelle Azure Data Engineer Associate. Mais bien sûr, ben, avant de faire là, il y a ce qu'on appelle le Cloud Fundamentals et puis le Data Fundamentals qui sont importants. Mais si vous faites lui là, vous aurez vraiment une
bonne longueur d'avance pour pouvoir faire ce métier-là. Ensuite, un autre métier, cette fois-ci, qui sont des métiers qui découlent, bien sûr, donc, du big data, c'est les métiers de scientifique de données et puis de data analyst. Donc, comme scientifique de données, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme le métier le plus célèbre, là, en termes de données, voilà, data scientist. Mais data analyst, c'est bien sûr, tout à l'heure, j'avais parlé d'avoir des données brutes, de les ramener, puis de prendre des décisions éclairées. Donc, pour prendre ces décisions éclairées-là, on a besoin d'un data analyst qui va nous faire de très beaux tableaux de bord, qui vont nous faire vraiment de très beaux graphiques, de très beaux rapports, okay, pour que des exécutifs donc, puissent prendre des décisions. Donc, ces deux rôles-là sont complémentaires, mais aussi sont très, 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 très importants. Donc, voilà. Donc, si on va aussi dans Azure aussi, donc Azure, donc pour Data Science, donc tu as une certification qui s'appelle donc Azure Data Science Associate, mais qui peut aussi être combiné avec un autre qu'on appelle donc Azure AI Engineer Associate. Et pour maintenant donc les compétences et puis les rôles et puis les responsabilités de data science ici, donc ce sera quoi? Comprendre comment est-ce que l'IA marche, naturellement en utilisant un outil d'Azure qui s'appelle Azure Machine Learning, qui est vraiment très, très convivial, qui est très user oriented, donc User ML Flow, qui est un outil open source de Databricks, mais qui tourne aussi sur Azure ML. Voilà. Ensuite, pour les traitements de données, toujours donc massifs là, on a des outils tels que Databricks et puis Azure Synapse Analytics qu'il faut comprendre. Et ensuite, pour déployer les modèles que vous aurez fait pour qu'ils puissent être scalable, donc utilisable avec de grandes quantités de données, là, il est important de connaître des services tels que EKS. Bon, EKS, c'est un peu donc le Kubernetes qui est disponible sur Azure. Et les compétences, ça reste classique comme vous connaissez, donc Python, Scikit-learn. Et plus spécifiquement, donc, si vous voulez aller dans le deep learning, ben, connaître TensorFlow, Keras, là, qui est comme le back-end, et puis Azure ML, puis Databricks. En termes de certification, j'en avais déjà parlé. Maintenant, quand vous voulez aller donc, vers un métier de data analyst sur Azure, ben, il est bien de comprendre que ce métier-là, ça requiert des rôles donc, qui tournent autour de l'exploration et de transformation des données brutes vers des tableaux de bord et du reporting interactif qui est consommable par l'utilisateur final. Et pour ça, les compétences clés, c'est principalement donc, du SQL. Bien sûr, ça revient toujours du Power BI, qui est l'outil en quelque sorte donc, de dashboarding sur Azure. Ben, aujourd'hui, on parle de Fabric également. Et puis, comprendre aussi donc, Synapse Analytics, parce que c'est là qui est utilisé comme data warehousing. Voilà. Puis là, Fabric aussi, il va venir. Et ce qui est recommandé ici, donc, c'est le Power BI, ici, donc, Data Analyst Associate, qui est aussi une certification qu'on pourrait faire. Ensuite, mais le dernier métier donc, auquel je vais parler, c'est le Machine Learning Engineer. C'est l'un des plus nouveaux, on va dire, parmi ces métiers-là. Okay? Donc, puis lui, c'est quoi son rôle? Vous savez, là, quand vous êtes scientifique, travailler dans votre laboratoire. Mais une fois que vous allez devoir mettre ton modèle en production, par exemple, un modèle que vous avez travaillé sur votre laboratoire, sur votre ordinateur, et que vous voulez le mettre en production pour que des millions d'utilisateurs l'utilisent, on sait qu'il ne sera pas exactement comme vous l'avez développé. Parce que quand vous l'avez développé, si vous voulez le rouler, vous avez Visual Studio Code, tu fais hit sur le bouton play, ça marche. Mais quand ça sera déployé sur un site internet ou sur une application mobile, non, tu ne peux plus faire ça. C'est là maintenant que les machine learning engineers come in. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous aider maintenant à déployer votre modèle de machine learning donc, pour résoudre des problèmes bien spécifiques, bien sûr. Ils vont vous aider aussi à pouvoir donc, travailler, pouvoir donc, analyser les données, à pouvoir extraire des insights et puis pour que tu puisses améliorer le modèle. Là, on parle par exemple si un modèle ne se comporte plus comme il était supposé se comporter, parce que les données ont changé de tendance, mais il est important que quelqu'un puisse savoir. Et puis, c'est le rôle du machine learning engineer qui va dire, OK, voici les différentes alertes que je vais mettre. Si les données changent, il faut envoyer un alertage sur telle ou telle personne pour qu'elle puisse le faire. Et là, maintenant, donc, en termes de compétences principales, ben, toujours, on est sur du Python, du R ou du SQL. Ensuite, c'est bien de comprendre aussi, d'avoir des connaissances
en statistique, bien en mathématiques, ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'on va dire, pouvoir visualiser, pouvoir surtout aussi communiquer. Voilà. Surtout des concepts non techniques à des concepts techniques à des personnes non techniques. Et sur Azure, donc pour jouer, avoir ce métier-là en termes de machine learning, de machine learning, donc ingénieur sur Azure, mais principalement, c'est quoi? Principalement, là, il faudrait comprendre comment est-ce que l'industrialisation et puis la mise en production des modèles IA marche sur Azure ML. Il est important de comprendre ça. Pouvoir aussi monitorer, surveiller et puis optimiser les performances des modèles mais aussi savoir déployer les modèles en production, bien sûr, en utilisant soit Azure Functions ou bien Azure DevOps. Ici, on parle de CI/CD, là, donc de CI/CD, mais la même chose que quand vous développez une application, vous le promotez en production. C'est de la même manière qu'on promeut en production tout ce qui est un modèle. Et les compétences que ici, c'est DevOps, bien sûr. Donc, MLOps, qui est Machine Learning Ops, donc une variante de DevOps pour le Machine Learning, mais aussi LLMOps, qui est aussi une variante du MLOps pour les modèles d'IA générative, comprendre les CI/CD, le Kubernetes, j'en ai parlé, et puis comprendre un peu aussi ce qui est Azure ML. Pour les certifications recommandées, ben, on reste toujours donc, dans Microsoft Azure. Donc voilà, donc principalement là, c'est ça que j'avais principalement à présenter ici là. Donc voilà, et puis voilà, donc en termes de défis et tendances là, je vais finir par ça. C'est donc principalement parler de la sécurité et de la confidentialité des données, très très important. Des défis aussi donc qui sont liés à la protection. On parle donc de chiffrement, on parle donc de l'accès contrôlé. Donc, justement, les 4 objectifs de la sécurité, confidentialité, authentification, chiffrement, etc., et puis aussi donc la non-répudiation, qui est aussi très important ici pour pouvoir donc aller et puis atteindre ces objectifs-là. Donc, voilà. Donc, après, ben, il y a des parties de l'été que j'avais prévues, mais je pense que je n'aurai pas le temps d'en parler. Donc, les programmes de certification, j'en ai déjà parlé aussi. Cours et tutoriels, communauté et réseau, j'en ai déjà parlé aussi. Voilà, donc je vais finir donc pour cette conclusion-là pour dire, OK, donc si vous voulez donc aller dans le monde du big data, 2 choses importantes donc à comprendre, les outils qui sont utilisés et puis les métiers qui existent. Donc, les outils, les métiers, ben, j'en ai déjà parlé. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut justement avoir une compréhension des fondamentaux. Ça revient aux outils. Et aussi avoir de la formation continue. Ça revient justement au métier. Parce que si vous voulez faire une formation continue vers un domaine bien défini, ben, il faudrait comprendre c'est quoi les métiers, c'est quoi les formations qui vous ont offertes par rapport à ça. Voilà, donc je vais terminer sur ça. Là, je pense que j'ai fait exactement 50 minutes d'exposé. Voilà, Ouais. donc moment de floor is yours. Allez-y, allez-y. C'est bon? Non, je pense que c'est bon, ouais. Je pense que c'est bon, ouais. C'était comme mon dernier Ouais, slide là. ouais, mais félicitations. Je pense que là, ça mérite des applaudissements, des applaudissements. Donc, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Nous vous félicitons beaucoup par rapport donc à la clarté de la présentation, de l'exposé. Je pense que tout le monde maintenant a soif. On comprend mieux maintenant le domaine des big data, mais surtout les métiers qui sont liés. Moi, j'avais déjà commencé à poser quelques questions. Donc, toutes mes félicitations, je vous les adresse au nom de la communauté. Et je pense que si on avait ouvert quand même les micros, vous allez entendre les applaudissements. Mais les gars, faites des réactions pour le professeur, pour le docteur Babacar. Je pense que ça le mérite. Il a fourni une présentation très claire sur non seulement en nous définissant le big data, le terme de données, mais surtout en passant sur les différents métiers. Et là où c'est intéressant, maintenant là, on voit clairement la différence entre les différents métiers. C'est des métiers qui sont très proches, mais qui sont différents, étant donné que chaque métier aujourd'hui a sa spécificité. Mais personnellement, moi, j'ai eu à découvrir de nouveaux métiers, comme tu as eu à le voir, surtout dans le domaine qui est un peu proche de l'intelligence artificielle, le métier de machine learning ingénieur. Ouais. Tous ces métiers-là
c'est des métiers quand même qui sont que dans notre environnement numérique, même nous, on ne connaît pas d'une certaine manière. Donc, tout ça, on va y revenir. Je pense qu'il y a déjà pas mal de questions. Je vois aussi des membres de CNDEVEP qui sont connectés, mais aussi de vrais partenaires. Il faut que je les cite, à part monsieur le professeur Moussa Dia qui est là, il y a Aram, son assistante qui est là aussi, qui travaille avec le professeur au niveau de DSC et qui est vraiment très attachée aussi à la communauté. Il y a aussi, bon, je ne peux pas citer tout le monde, mais je sais qu'aujourd'hui, ça, c'est un webinaire qui est très intéressant et qui a mobilisé pas mal de personnes. À un moment donné, on a atteint les barres de 150 membres sur mon mobile parce que, bon, je vois que sur Teams, sur le desktop, tous les membres connectés ne s'affichent pas. Mais bravo à toi, Mbaye Babacar, pour l'exposé. Donc, bravo à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Donc, là, nous avons passé à la deuxième étape, à la deuxième phase de ce webinaire, qui est donc donner la parole au parrain. Donc, il pourra nous fournir sa participation. Donc, c'est sujets sur remarques par rapport à l'exposé, mais aussi par rapport au domaine connecté du Big Data et de l'intelligence artificielle. Donc, professeur, vous avez 15 minutes maximum 20 minutes, parce que là, nous voulons prendre aussi donc l'ensemble des questions qui sont aussi dans le chat, éventuellement d'autres interventions, donc avant de pouvoir clôturer. En tout cas, monsieur le docteur, on vous remercie encore pour votre belle prestation. Monsieur le professeur, à vous la parole. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour professeur, on vous entend. Ouais. Bonjour Tala. Mais écoute, moi je voulais commencer par remercier Mbaye Babacar ici. Vous savez, je vais commencer tout juste par dire une chose. Je me suis retrouvé ce mois de décembre là au Sénégal où j'ai été invité par différents amis et différentes télévisions et même l'Université virtuelle du Sénégal, UNCHK, avait organisé donc une réunion sur la recherche, réfléchir ça et pensant un peu à l'horizon à 2050. Je suis sûr que Mortala, tu sais qu'à toutes les occasions, là, je fais un peu de garoualé toujours. Et en fin de compte, les gens me disent, mais toi, tu ne fais pas du garoualé, toi, tu dis la vérité comme elle est, quoi. Ah oui, Parce que, ça écoute, c'est clair. Moi, je suis assis ici en Louisiane, aux États-Unis, avec, je vais vous dire, sans trop me vanter, une expérience dans le cadre du numérique, je dirais, pendant 40 et quelques années. Je n'ai pas envie de dire ça parce que les jeunes vont dire, mais qui m'ont maquillé? Et puis, bon, ce n'est pas tout à fait ça. Mais quand même, le point à faire ici, c'est que moi, je suis ici vraiment, écoutant Mbaye Babacar et sa présentation. Oui, mais moi, je suis non seulement passionné, tu vois, de tout ce qu'il a dit. Et si je vous partageais mon bloc-notes ici, vous allez être un peu surpris parce que j'en ai pris des notes ici. Ouais, c'est vrai. Il est bien temps que dans notre pays, et là, je fais appel à notre président Diomaye, et je vais appeler à notre premier ministre, Ousmane Sonko. Que quand les gens vont penser en termes de transformation numérique, il y a des choses qui sont vraiment essentielles. Oui. Il y a des Sénégalais de la diaspora qui font des choses qui sont vraiment fantastiques. Évidemment, effectivement. Moi, je veux dire, la richesse du Sénégal, sincèrement, je veux dire, c'est plutôt les cerveaux qui sont distribués à travers le monde, sur lesquels on pouvait capitaliser pour transformer notre pays, tu vois. Et ça, c'est important que les choses changent un peu. Qu'on ne me parle pas de la diaspora à tous les moments, diaspora, sans pour autant être vraiment franc dans les démarches. Ça a été un problème pendant plus d'une quarantaine d'années. Je devais mettre ça à côté. La deuxième chose, c'est que DEC, en ce moment, pense qu'on a une opportunité énorme en ayant la possibilité de signer un protocole d'accord avec CNDEV Hub, avec son leader ici, Mortala, avec qui je suis en train vraiment d'échanger. Tu sais, quand on échange avec le professeur Diack, en général, la porte, elle est ouverte. Ça veut dire qu'il est disponible à toutes les minutes, je veux dire, pour échanger. J'adore les idées derrière CNDEV Hub. Et je fais appel à notre président et à notre ministre
qu'il y a des réseaux au niveau du Sénégal si vous voulez vraiment faire une transformation numérique. Ouais. J'écoute tous les ministres que nous avons. Bon, avec l'IA, on va faire ça. Avec l'IA, on va faire ça. Mais c'est facile à dire. C'est facile à dire, Mais évidemment. il faut capitaliser sur les gens qui travaillent dessus, Ouais. qui connaissent les éléments Ouais. et qui peuvent aider. J'ai écouté Mortala il y a 2 jours, une interview avec le ministre Diouf, le ministre de l'Enseignement supérieur. Oui. Mais vous écoutez ce gars-là parler, vous voyez un peu la vision et la direction que le Sénégal doit prendre Ouais, quand Abdourahmane il Diouf. s'agit absolument donc d'infrastructure, vraiment. Ouais. Bon, moi je sais que vous m'avez donné 15 minutes et vous connaissez professeur Diag, là je peux m'étaler pendant des heures et des heures. Alors il faudra que tu me répètes un peu donc le temps qui me reste. Comme ça je ne vais pas déborder parce que je n'ai pas envie de déborder dans ce cadre-là. C'est bien. Mais les choses dont on doit comprendre un peu, moi, je fais partie donc de la communauté SainDevHub, c'est clair. Ouais. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a quelques années, nous avons lancé au niveau du Sénégal donc un réseau national qui s'appelle Teranga IA, où on essaie vraiment d'amener donc les expertises sénégalaises, tu vois, pour essayer de discuter sur des projets, je veux dire, qu'on peut lancer ensemble. Je voulais inviter tous les membres que vous avez ici aujourd'hui, donc, Momar, Oui. à vraiment joindre Teranga IA. Alors, je laisse ça dans vos mains, de telle sorte qu'à la fin, quand vous allez communiquer avec ce groupe, de les inviter, parce qu'il faut qu'on soit dans des réseaux où on peut travailler ensemble, tu vois. Ouais. Et Teranga IA, c'est vraiment pour tout le monde, sincèrement, Effectivement, en ce qui me concerne. Ouais. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Et bon, on parle de, par exemple, ici, vraiment, Babacar Recherche, parce qu'au niveau de DEC, qui est une compagnie que j'avais démarrée en 2019, sur laquelle je vais travailler vraiment plus de 20 ans, sincèrement, qui vient avec un modèle de consultance qui est tout à fait différent de ce qu'on connaît dans le passé. Ce qu'on appelle une consultance distribuée, ça veut dire, j'ai donc un groupe de consultance qui va travailler avec des experts mondiaux que je connais depuis des années et des années, dans le cadre du numérique et dans le cadre de l'intelligence artificielle, pour essayer de faire, je veux dire, tenir un partenariat. Pourquoi? Pour le développement économique. Et ce qu'on vise pour l'instant, c'est vraiment notre pays d'abord et la sous-région derrière. Je ne veux pas, qu'on me sente un peu comme Trump, tu vois, America first, mais dans ce cas-ci, c'est le développement économique du Sénégal et la sous-région, tu vois. Comment est-ce qu'on peut capitaliser sur les recherches de pointe, je veux dire, dans le cadre donc du numérique et de l'intelligence artificielle? On vient tout juste de parler de Big Data. S'il y a comprendre dans la présentation de Mbaye Babacar, c'est que s'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Mais tout est basé sur ça, tu vois. Bon, les modèles de LLM dont il vient tout juste de parler, tu vois, moi je ne sais pas, hein, OpenAI, ce qui se passe en Chine, Llama, Claude, mais quel que soit le modèle dont vous parlez, si vous n'avez pas vraiment donc des données, tu vois, un volume de terabytes de données, mais il n'y a pas IA. Ce qui veut dire donc dans l'infrastructure qu'on doit bâtir, même dans le cadre du Sénégal, la compréhension de ce que c'est Big Data et tout ça est important. Alors, et dans ce cadre-là, ça m'amène à la vision de SainDevHub, d'avoir un webinaire comme ça, mais où vous avez invité un Sénégalais qui en connaît plus que, maintenant aux États-Unis dans ce cadre-là, mais d'avoir une communauté et de pointer sur des outils et
vraiment, bon, des éléments de formation, tu vois, pour aider les jeunes au pays. Effectivement. Mais c'est énorme ce que vous avez fait aujourd'hui, vraiment, Mortala, avec votre groupe. Merci beaucoup. Et donc, bon, moi, je tenais à vous remercier. Je sais que la vice-présidente de DEC, que les gens connaissent maintenant, bon, Dr. Adam Diago est présente. Et bon, avec les recherches qu'on a au niveau de DEC, qui va se focaliser sur bon, les sciences des données, c'est clair, mais sur les solutions IA, tu vois, du futur, telles que, par exemple, donc, la création de solutions IA en partenariat avec Sendev, l'équipe de Sendev, tu vois, le déploiement d'agents IA, tu vois, donc partout dans le monde, on ne parle que ça maintenant, je veux dire. Mais ça, on doit pousser l'enveloppe aussi et être au devant de ces choses parce que quoi? Mais nous pouvons le faire. Effectivement, nous pouvons le faire. Ouais, nous pouvons le faire. Ah, mais donc là, je vais laisser peut-être Aram plus tard. Je suis sûr qu'elle va communiquer avec le groupe et pour parler de tout ça. Mais je voulais tout juste toucher à des choses vraiment très, très vite. Hein. Bon, dans le cadre de DEC, on avait lancé une conférence IA à Kaolack et c'était le 5 décembre à Kaolack. C'était bien réussi. Et c'était une conférence qu'on appelait IA for STEM. C'est l'utilisation des solutions IA pour l'enseignement et la formation dans les STEM. Bon, on a lancé cette pilote-là l'année dernière. On était supporté par certains ministères au Sénégal. Je ne veux pas les citer. Mais l'idée, c'était vraiment maintenant de tenir une conférence internationale au niveau du Sénégal où on va travailler avec, je veux dire, donc nos partenaires stratégiques comme le groupe de Sendev, où bon, DEC en Amérique du Nord va commencer vraiment de s'accrocher un peu au niveau de Canada pour voir comment est-ce qu'il peut participer. Et là, on a quoi? On a Mbaye Babacar maintenant qui est sur la ligne de mire maintenant pour ça. Oui, bien sûr. Ah, mais écoute, l'intelligence artificielle pour le développement durable et l'innovation économique est une conférence qu'on va tenir à la Sorbonne au mois de décembre, durant la première semaine du mois de décembre. Nous aurons besoin de tous nos partenaires, tu vois, interconnectés pour essayer d'avoir vraiment une bonne conférence. Inch'Allah. Et où la limitation de cette conférence-là, ce ne sera pas les langues, parce que les présentations seront en français et en anglais, tu vois. Et où on va se focaliser sur une conférence de 4 jours durant lesquels on va avoir des ateliers de formation de très haut niveau, tu vois, pour former cette masse-là dont Babacar vraiment vient de parler, pour former ces jeunes-là dont Mortala vient vraiment de parler. Mais ça, c'est des choses, mais on aura besoin de tout le monde dans ce cadre-là. Effectivement. Oui, et en parlant de cette conférence-là, vous savez, l'année dernière, on avait démarré un prix d'excellence qui a été vraiment distribué au niveau vraiment international. C'est le prix d'excellence des solutions IA, où on va pousser nos communautés pour développer des solutions, je veux dire, qu'on va essayer d'amener sur le marché, tu vois, et avoir un groupe qui va vraiment gérer cet aspect-là de ce prix d'excellence. Nous, DEC, compte sur l'équipe de Sendev Hub, mais pour organiser ce prix d'excellence-là, mais pour voir les soumissions, tu vois, et pour pouvoir analyser tout ça. Bon, je vois qu'au Sénégal, ils ont essayé quelque chose qu'ils appelaient, moi, je ne sais pas, bon, c'est GovAthon ou bon. Oui, GovAthon, ouais, mais c'est une bonne idée, mais moi, je suis sûr que notre partenariat peut faire mieux. Et puis bon, Mortala, je sais que bon, je connais votre avis à ce sujet-là, hein, on ne va pas déballer de ça. Mais on veut vraiment avoir les gens qui connaissent ce dont ils parlent, les gens qui sont prêts pour un don de sang pour leur pays, qui vont développer des solutions qu'on va développer ensemble et on va réfléchir dessus. On va les déployer dans notre pays pour les tester.
Ouais. Et à partir de ça, ce sera des solutions que vous allez aller vendre dans la sous-région. Et pour ça, DEC et SNDF vont travailler main à main Ouais, pour effectivement, voir professeur. comment est-ce qu'on peut faire ça. Je Ouais, ne sais mais- pas combien de minutes il me reste ici, ouais, hein, mais ouais, bon, là, ouais, c'est là, je presque pense que c'est parti, bon. hein, je pense. Et Oui, oui. Là, je pense je que c'est pense bon que, parce que ouais, sinon on va mais être obligé de je raccourcir les m'arrête. questions. Ouais, non, on Je dit pas m'arrête. ça. On dit Ah, pas ça. merci. Mais écoute, il faut Ouais. donner la voix à. Il y a un professeur durant la conférence sur la recherche là qu'avait organisé UNCHK. Je vais terminer par ça. Alors, je fais mon intervention. Je faisais du garoualé, bien sûr. Et bon, il me dit, mais professeur, comment ça se fait que vous êtes resté en dehors de notre pays depuis plus de 45 ans? Je suis parmi les plus vieux de la diaspora, ça c'est clair. Mais vous venez ici intervenir après toutes ces années-là et pourtant vous avez démarré non seulement en Wolof, et vous nous avez fait comprendre que, bon, vous êtes en train d'essayer de travailler avec des jeunes, tu vois, au top, tu vois, de leur développement professionnel. Ouais. Et de pouvoir partager avec eux. Et quand je fais ça, mon cher ami et frère, mais ce n'est pas pour dire à ces jeunes-là, écoutez, ouais, j'ai une expérience de 45 ans. Non. C'est pour apprendre de ces jeunes-là. Ouais, effectivement, Ça, effectivement. c'est un côté, tu vois, moi, qui m'intéresse beaucoup parce que Ouais. ils connaissent énormément et en parlant avec eux parfois, mais j'apprends tous les jours. Mais Ouais, je vous remercie pour l'invitation ici et je pense que je vais m'arrêter là. Merci, professeur. Et je vous rends le micro. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur. C'est vraiment un plaisir de toujours t'écouter. Et je pense que là, parmi tous les présents ici, nous en sommes bien conscients de votre expérience et surtout de l'amour que vous avez, la passion que vous avez pour tout ce qui est gestion de données, l'intelligence artificielle, votre ambition aussi pour le Sénégal, pour l'éducation, pour la santé, pour l'entrepreneuriat, le numérique. Nous tous, en tant que membres CNDV, on est quand même conscients en tant que partenaire et nous vous remercions beaucoup. Comme vous l'avez dit, il y a Aram qui est là, Aram avec qui tu travailles, donc qui est aussi une personne qui est vraiment à vos côtés et qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir hisser le flambeau de DEC en haut, en organisant avec vous tous les événements. Je pense qu'Aram, dans la dernière partie donc, de ce webinaire-là, au niveau des questions, il aura peut-être son mot à dire. Mais maintenant, sans plus tarder, je pense qu'on devrait peut-être rapidement prendre certaines questions et donner la parole à M. Babacar. Donc, comme on l'a dit, hein, si vous avez des questions, vous pouvez le poser au niveau du chat. Peut-être qu'on va ouvrir après le micro pour prendre 2 à 3 intervenants, si possible. Mais parce que là, il nous reste juste 30 minutes. Donc là, on va juste citer quelques questions et laisser au professeur, au docteur Babacar de pouvoir répondre à ces questions-là avant qu'on puisse prendre quelques interventions. Donc la première question, c'est à propos des big data, à savoir, bon, il y a quelqu'un qui dit, je suis un grand commençant dans le big data. Alors, est-ce qu'un certificat en data engineering suivi par le programme Force N, est-ce qu'il serait possible de trouver un job dans ce monde, au Sénégal, aujourd'hui? Donc, j'explique la question, Babacar. Force N, c'est un programme qui permet de fournir du renforcement de compétences avec des certificats. Donc, il est affilié avec l'UNCHK. Force N fournit un certificat en data engineering. Donc là, il demande est-ce qu'avec ce certificat-là en data engineering, ça permet de trouver du travail donc, au Sénégal ou bien dans ce monde? C'est la première question. Vous pouvez répondre, Babacar. Ouais, bonjour. Ben, j'ai été comme. Vous me voyez? Ouais, on voit bien. Ouais, j'étais comme éjecté là de. J'ai été éjecté du but. C'est quelqu'un qui a fait une erreur certainement. Wow. Ouais, mais ben, alors, si je comprends bien, là, la question, c'est de savoir est-ce que. Ben, je ne connais pas bien le programme de Force N, là. Ben, voilà, j'en ai entendu parler. Je pense que c'est Seydina Ndiaye qui dirige ça. Oui, c'est ça. C'est Seydina Ndiaye qui le dirige. C'est un programme qui fournit une formation, comment dirais-je, je ne dirais pas minimaliste, mais une formation assez complète sur des domaines du big data. Donc, c'est une formation qui te donne accès à beaucoup de ressources dans le big data. Et là, leur programme est quand même conçu
avec des spécialistes du domaine. Donc aujourd'hui, je dirais bien que c'est vraiment des programmes très intéressants qui peuvent vous servir dans votre domaine. Mais bon, j'imagine que, comme son nom l'indique, c'est du renforcement de compétences. Avant qu'aujourd'hui ce volet-là arrive, il doit y avoir une base solide. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais fait de programmation, qui n'a jamais fait d'enseignement ou bien d'études par rapport qui est un peu lié à la programmation ou bien les prérequis, qui n'a pas les prérequis d'une certaine manière, il serait difficile qu'il fasse ce programme-là. Mais à mon avis simple, moi qui connais bien le programme, si aujourd'hui tu as tous les prérequis pour faire ce programme, si tu réussis voilà, à ce programme de data engineering, ça veut dire que tu as parfaitement les éléments nécessaires pour trouver un emploi là-dessus. Ouais, et puis, quelque chose que je vais acheter, là, Momar vient de dire voilà, que c'est les experts qui l'ont fait. Voilà, c'est les experts qui l'ont fait. Je suppose qu'ils l'ont bien fait parce que quand même, c'est les experts. Voilà, juste quelque chose que je vais acheter là. Ça c'est valable, hein, que ça soit dans le monde du big data ou bien que ça soit like overall, vraiment très large là, qui s'applique à tout le monde là. C'est qu'en fait, les programmes d'école sont très, très bien. Mais ce qui vous permet de vous différencier en tant que nouveau diplômé ou bien en tant que quelqu'un qui est dans la formation continue, ce sont vos projets personnels. Qu'est-ce que je veux dire par projet personnel là? Mais en classe, vous apprenez beaucoup de termes théoriques, mais une fois que vous allez les appliquer, facilement, vous allez voir qu'il y a des problèmes. Alors ici, l'avantage, c'est que chaque fois quand vous faites un chapitre, ou bien vous faites une partie, chaque mois, ou voilà, prenez une partie de votre cours et puis essayez de l'appliquer. Allez-y dans des plateformes telles que Kaggle ou Zindi maintenant. Prenez des données, créez-vous un scénario que vous pouvez créer vous-même. Vous pouvez aller comme dans des sites, vous téléchargez des cahiers de charges et puis essayez d'appliquer ce que vous avez appris avec ces données-là. Et une fois que vous avez réussi ça là, il faut le mettre en highlight dans vos CV. Ça veut dire dans vos CV, souvent, si vous êtes nouveau diplômé, ou nouveau diplômé, pas nouveau diplômé d'une formation parce que vous venez juste de sortir de l'école, ou bien nouveau diplômé parce que vous voulez vous faire de la en premier plan de votre CV. OK? Parce que souvent, ce qu'on voit souvent, c'est comme je mets d'abord éducation, expérience professionnelle, ensuite projet d'école. Non. Quand vous êtes un nouveau diplômé, commencez par projet personnel dans votre CV. Et puis décrivez ce que vous avez fait. Ensuite, après, maintenant, vous allez mettre votre expérience professionnelle, là, si ça a du sens. Après, vous mettez votre éducation. Mais des personnes qui sont comme qui ont beaucoup d'expérience. Mais moi, par exemple, je commence par mettre mon éducation. Je mets une ligne par diplôme. Ça fait 6 lignes environ, hein, pas baccalauréat. Hein, tu vois, oui, je mets une ligne par diplôme parce que c'est pas ça que je veux vous montrer. Ce que je veux vous montrer, moi, c'est ce qui vient après. Mais je vais juste montrer que PhD, Master, je sais pas moi, Bac plus 2, maîtrise. Et puis après, maintenant, je mets sur plusieurs pages mon expérience. Mais quand vous êtes nouveau diplômé, commencez tout le temps par commencer par des projets personnels que vous avez vécus parce qu'en fait, quelqu'un qui recrute, c'est ça qu'il voit en premier. Ouais, excellent. Merci beaucoup, docteur. Donc, la deuxième question, bon, il y a quelqu'un qui demande, c'est Elisa Rayera, comment accéder aux ressources Coursera Formation. Donc, Elisa, pour cette question, c'est des formations gratuites que Saint-Dev offre en collaboration avec Force N. Donc là, peut-être qu'on vous donne rendez-vous dans le groupe public. On va vous envoyer le lien d'inscription pour ces formations-là. Ou bien même, on va l'envoyer de sitôt ici. Donc, on va l'envoyer dans le chat. Question suivante, quelle est la position de Power BI par rapport aux outils Adobe Spark? Quelle est la position de Power BI par rapport aux outils Adobe Spark? OK, en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre là, c'est que Power BI, c'est un outil de visualisation de données. Donc, ce n'est pas vraiment un outil de traitement de données massives. Alors que des outils tels que Hadoop ou bien Spark, c'est des outils de traitement de données. Donc, Power BI, là, il est comme vraiment, je ne vais pas dire en bas, mais il est comme vraiment en fin de la ligne du data engineering là, en termes d'architecture, c'est comme, tout à l'heure, je vais parler de 3 étapes, OK? Une étape qui était comme la première étape qui était la collecte des données. Ça, on le fait avec Hadoop
et puis on le fait avec Hadoop et puis Spark là, et puis les autres outils qui font comme des données. Ok, attends, je peux pas partager mon écran, Momar? Oui, bien sûr. Allez-y. Ok, voilà. Donc une image va parler beaucoup plus que. Ok, donc je l'ouvre sur un nouveau tab et puis je vais partager ça. Parce qu'en fait, j'aime bien parler avec une architecture là, comme ça, celui qui pose la question il va comprendre. Alors, je vais juste. Voilà. Donc ici, ça c'est ce que je montre là, c'est juste une architecture standard. Vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est juste une architecture standard en termes de pipeline de data engineering. Donc, ici, vous voyez, ici, on passe ici par ce que je vais appeler tout à l'heure la collecte des données. Donc, c'est ces deux-là, c'est la collecte des données. Donc, avec des outils tels que Data Factory comme traitement et puis Data Lake comme storage pour stocker des données. Ici, vous avez comme ça, c'est l'équivalent de Hadoop ici, là. Et puis ça, c'est l'équivalent de Spark. C'est du Spark Databricks et puis ça, c'est du Hadoop Azure. Et ici, vous voyez ici que vous avez ici comme Power BI. Donc, Power BI, là, il se présente principalement comme étant un outil de restitution de données. Donc, à travers les tableaux de bord, comme une application mobile que vous pourrez avoir. Donc, les utilisateurs, ils vont venir directement, mais toute la magie en termes de traitement de données, en termes de stockage, ça se passe derrière. Et puis, c'est ici où vous aurez Hadoop et puis Spark. Bien vrai que ces outils-là ici, ils utilisent Spark derrière et Hadoop aussi. C'est bon, ça répond à la question? Ouais. Ok, parfait. OK, donc question suivante. Une minute. OK, donc question suivante. J'ai envoyé dans le chat le lien pour la formation, pour les formations Coursera. Donc, ceux qui posent cette question-là, je pense qu'ils peuvent automatiquement visualiser le lien après le webinaire et essayer de s'inscrire. Donc, c'est les mêmes questions sur ces formations. Les certificats sont-ils gratuits ou les trouver? Donc, tu utilises le lien, tu t'inscris. Bon, il y a beaucoup de félicitations, docteur. Hein? Donc, c'était vraiment intéressant. OK, donc belle présentation toujours. Quels sont les outils utilisés dans le cadre du Big Data? Ça, c'est une question très générique. Quels sont les outils utilisés dans le cadre du Big Data? Ouais, OK. Donc, tout à l'heure, je vois une question là, quelqu'un qui dit donc, on ne peut pas faire. Si, on peut utiliser Power BI pour faire de l'analyse de données. Oui, parce que Power BI, il dispose des fonctions qui permettent de faire de l'analyse de données là, mais pas approfondie. OK? Mais pas approfondie, mais juste qu'il va se mettre sur le Data Warehouse, comme je l'ai présenté tout à l'heure, donc qui est un peu la dernière couche, le dernier niveau, la dernière étape en termes de data engineering. Donc oui, on peut bien faire avec ça. OK, donc là, oui, donc quand tu veux faire du big data, là, aujourd'hui, ça dépend un peu de la plateforme que tu veux utiliser. OK? Par exemple, habituellement, là, quand tu es comme on-prem, ça veut dire sur ton ordi ou bien votre entreprise est là en data center, les outils qu'on utilise, c'est Hadoop et puis Spark. Maintenant, quand vous êtes dans le cloud, que ce soit sur AWS, que ce soit sur Azure, Microsoft, ou bien que ce soit sur Google GPD, là, donc Google Data Platform, il y a d'autres outils qui ont comme un back, qui ont dans le background, là, dans leur back office, là, qui ont Hadoop et puis Spark derrière. Mais ce qu'ils te montrent, toi, ça peut être un outil différent. Par exemple, quand vous êtes sur du Azure de Microsoft, vous avez des outils tels que Azure Data Factory, j'en ai déjà parlé. Vous avez des outils tels que Synapse Pipeline, là, j'en ai déjà parlé. Aussi Azure Data Lake. Quand vous êtes sur du AWS, donc Amazon Web Services, vous avez des outils tels que EMR, donc EMR, ou bien Glue, ou bien Redis des autres. Mais les outils de base que vous pouvez peut-être utiliser ou connaître, c'est Hadoop et puis Spark pour faire du big data. Si vous connaissez ça, vous pouvez déjà faire ça chez vous avec votre machine. Vous pouvez aussi avoir un serveur en local ou un cluster avec beaucoup de nœuds en local pour pouvoir faire du big data. Voilà, donc ça, c'est le Hadoop et puis Spark, c'est les outils de base. Maintenant, Spark, il y a plusieurs sous-outils. Spark ML, Spark Core. Hadoop aussi, il a plusieurs outils dont j'en ai parlé deux rapidement, MapReduce et puis HDFS. Il y en a d'autres aussi. Voilà. Mais au moment là, ça peut être aussi un très bon séminaire là pour qu'on puisse comme
parler de ces deux outils-là principalement et puis aller dans les détails pour voir comment ça marche. Oui, c'est ça. Moi, je pense que ça, il faut qu'on ait une suite, une épisode 2, parce que là, c'est quand même, on n'est pas entré dans les détails. Donc, l'objectif, c'était vraiment, c'est vraiment de jouer un rôle d'orientation, parce que tout le monde parle de Big Data sans savoir exactement le contenu, les métiers. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui parmi l'assistance. Donc, c'était vraiment intéressant de commencer par ça. Donc, on va continuer sur les questions. Next question. Comment le cloud computing est-il utilisé pour gérer les données massives au Sénégal? Comment le cloud computing est utilisé pour gérer les données massives au Sénégal? Okay, en fait, alors, il faudrait comprendre deux choses quand on parle de cloud computing là. Mais, alors, il y a principalement 3 providers, donc de fournisseurs de cloud public. Okay? Mais en tout cas, dans le monde. Okay? Amazon, Google et puis Microsoft. Ensuite, maintenant, au Sénégal et dans différents pays, là aussi, il y a des providers de cloud public. Ben, c'est comme Orange, là, Orange Business Services. Je pense qu'eux, ils sont des clouds. Puis il y a aussi, désolé, j'ai vu aussi qu'Expresso aussi, ils avaient comme l'équivalent. Okay, donc, du coup, voilà. Mais moi, ce que je peux te rassurer, c'est que quand on parle du cloud, on parle de 2 choses. On parle du service, on parle de l'infrastructure. Bon, l'infrastructure, je ne parle pas de ça là, donc ça c'est plus ce côté infrastructure, c'est comme les serveurs qu'ils vont utiliser, je parle le réseautique qu'ils vont utiliser, voilà, les types de disques pour stocker. Ça, je ne parle pas de ça, mais moi, c'est la partie logique qui m'interpelle le plus, qui me concerne le plus. Mais je suis sûr et certain que s'il y a au Sénégal des fournisseurs cloud qui fournissent des services cloud, pas infra, mais plus côté logique logiciel, je suis sûr et certain à 90% que j'utilise soit Hadoop, soit Spark. Voilà. Ça, je ne sais pas, Momar, si tu parles, mais tu es en mute ou si tu parles là. Ouais. Bien sûr, je pense que c'est clair. Il y a aussi une autre question. Traitement des données pour un entrepreneur agricole. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Traitement de données pour un entrepreneur agricole, qu'est-ce que vous nous conseillez? Ouais, en fait, c'est sûr certain que ça va dépendre de la taille des données et de ce que vous voulez faire. Mais habituellement, quand on travaille au Sénégal, dépendant de ce que vous voulez faire, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas de gros volume de données. Okay? Donc, du coup, quand vous n'avez pas de gros volume de données, là, utilisez du Python standard et puis stockez vos fichiers en CSV ou dans des bases de données NoSQL. Ça peut largement suffire. Par contre, maintenant, si vous voulez les croiser avec des données de satellites, parce que moi, par exemple, dans mon master, je vais travailler sur des données de satellites pour pouvoir reconstituer ou bien estimer des quantités de culture ou la couverture de la végétation dans les champs en utilisant des images de satellites. C'était comme beaucoup de données. Et puis là, j'étais obligé d'utiliser comme quelques outils Big Data pour pouvoir y arriver. Parce que c'est de l'IA. Mais si vous avez vraiment des quantités de données qui tournent autour, par exemple, de moins de 50, moins de 20 gigas, moins de 10 gigas, là, ben, tu peux toujours rester sur du Python classique. Bien sûr, il faut toujours avoir un ordinateur puissant. Mais quand vous commencez à avoir des données qui vont aller au-delà de 50 gigas, au-delà de 10 gigas, ben là, vous pouvez aller utiliser des technologies Big Data. Maintenant, bien sûr, ben, les technologies Big Data ne permettent pas de pouvoir tout faire, surtout en termes de machine learning. Donc ça aussi, c'est comme des limitations qu'il faudrait prendre en compte quand vous allez vers. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de données, vous pouvez rester sur du Python classique en utilisant scikit-learn, en utilisant, voilà, donc scikit-learn là, qui est comme outil par défaut pour faire du data science standard, voilà, ou bien aller vers TensorFlow, mais tu peux rester sur ta machine. Maintenant, quand tu as plus de données qui vont aller comme 50 gigas, dans ce cas-là, voilà, tu peux comme switcher sur des outils Big Data, Spark ou Hadoop. Ou même dans le cloud, hein, si tu préfères aussi. OK, donc next question. Attends, je prends la prochaine question. Il y a mon chat là qui décrit. On peut disposer de l'expo. OK.
Est-ce qu'on peut disposer de l'exposé en PDF? Ça, on l'aura. Il n'y a pas de souci. Bonsoir et merci pour le webinaire. Quelle formation allez-vous proposer en étudiant en économie appliquée pour développer des compétences et être apte pour le marché du travail? Quelle formation allez-vous proposer à un étudiant en économie appliquée pour développer des compétences et être apte pour le marché du travail? Ça, c'est le next question. Ouais, ben, désolé, là, je ne suis pas expert en économie appliquée et puis je ne connais pas trop bien le marché de l'économie appliquée au Sénégal, là. Mais voilà, en me basant sur mes connaissances comme personnel, là, et puis rapide, là, voilà, ben, ce que je dis, ça reste valable. Hein. Première chose, si vous avez appris des notions en classe, appliquez-les chez toi en tant que projet personnel et puis publiez-les dans les réseaux sociaux, LinkedIn, whatever, tout que j'utilise, et mettez ça dans vos CV. Pour moi, c'est comme la première chose que je conseille. Maintenant, si tu parles du big data et puis de l'économétrie, ça aussi, ça reste toujours les mêmes outils dont je parlais là. Alors, il y a une autre question là qui vient. Est-ce que le big data est ouvert pour les professionnels de la finance? Si. Ok, c'est ça, pour les économistes, et puis vous pouvez citer quelques points pour ces profils-là. Voilà, c'est ça. Ok, ben alors, c'est sûr et certain, là, si vous êtes économiste ou si vous êtes dans la finance, là, pour pouvoir faire du big data, ben, vous pouvez toujours utiliser des outils big data pour analyser des données en finance ou pour analyser des données en économie. Okay? Mais par contre, si vous voulez être un professionnel du big data comme étant data engineering ou bien comme data scientist là, ou architecte, là, il va falloir faire une reconversion. Mais quand vous avez fait de la finance, plus la finance quantitative ou bien de l'économétrie, mais le changement sera moins brutal parce qu'on fait de la finance quantitative ou bien on fait de l'économétrie. Vous utilisez déjà beaucoup d'informatique, beaucoup de maths, beaucoup de statistiques, ça peut vous aider. Mais il y a toujours un petit gap, voilà, entre data engineering, finance, économie que tu dois aller fill, donc tu dois aller remplir, ok. Et ça, c'est des formations que tu peux faire. Ben, plus les formations continues, ça peut être comme des certifications, ça peut être si tu veux un diplôme aussi, ça peut être dans formation continue, style université avec des certifications. Voilà, donc c'est ça comme qu'il faudrait faire. Mais c'est ouvert à tout le monde, comme toute discipline d'ailleurs. Il faudrait s'assurer qu'il y a des formations, il y a de la mise, il y a de la mise à jour et puis aller faire des compétences à aller acquérir pour faire le switch. Voilà. Super. Alors, il y a une autre question qui vient là. Comment le Sénégal peut-il utiliser le big data pour accélérer son développement économique et social? Oui, en fait, il y a plusieurs choses là. Donc, j'avais fait il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans là, un exposé exactement sur ce thème-là. Voilà, donc ça parle beaucoup là, ça parle beaucoup, mais principalement là, c'est aide à la décision. Ok, principalement là, c'est aide à la décision. Je vois, il y a même aussi un professeur là, qui parlait de ça. Moi, j'avais déjà fait un séminaire vraiment 100% sur utilisation du big data pour les pays en voie de développement. Et puis j'avais comme fait beaucoup de cas d'usage là que je peux aussi, je sais pas si on aura le temps là, mais que je peux toujours montrer rapidement. J'ai la présentation ici devant moi que je peux montrer rapidement. Voilà, c'était comme plus pour aller dans voilà. Donc j'avais défini ça en fonction des ODD, donc des objectifs de développement durable là, donc qui étaient un ensemble de 7 facteurs. Et puis parmi ces facteurs là, j'avais pris comme 2 ou 3 où j'avais mis le focus sur l'utilisation des données. Et ce que j'avais ici là, je parle mon écran rapidement là pour revenir sur cette présentation là que j'avais faite il y a, je pense, 2 ou 3 ans là. Donc, si vous voyez mon écran, donc ce que je vais parler ici, c'est des bénéfices ici, donc de l'IA en termes de développement de capital humain, en termes d'automatisation des processus métiers,
en termes aussi de faciliter l'accès au crédit et aussi l'accès à de nouveaux produits. Et puis ça maintenant, sur le plan économique, ça va créer de la productivité, ça va aussi un peu diminuer les barrières qu'on a en termes de business, ça crée aussi donc de nouveaux marchés. Et avec ces 3 facteurs-là, ça va augmenter un peu le terme de revenus, ça augmente aussi un peu donc la consommation et ce qui va créer plus de PIB et ce qui va créer donc un peu un développement économique. Et l'exemple que j'avais donné là, c'est l'exemple par exemple dans le milieu du transport, où par exemple si on a une vision précise des flux de mobilité à l'échelle d'un pays, on peut l'optimiser à travers les outils de Big Data. Et quand on l'optimise, on sait qu'il y a beaucoup de gains qu'on peut se faire. Naturellement, si je parle d'une meilleure gestion des zones d'embouteillage, je parle de l'optimisation des trajets de transport public, parce que les bus, ils consomment de l'énergie, ils créent des pertes, mais aussi, même les personnes qui bougent aussi là, donc le fait que tu sois en retard sur telle ou telle chose, ça a un impact. Je vais parler aussi en termes de santé, quelles sont les différentes. Et puis, je vais aussi donner un exemple, par exemple, d'utilisation concrète, voilà, de fondard là, qui avait été faite au Mexique, où, par exemple, les outils de Big Data ont montré que qu'il y avait une mauvaise répartition, par exemple, des aides. Et le fait, s'il y a une mauvaise répartition des aides, ça a un impact économique très important sur le développement d'un pays, parce que les personnes qui en ont besoin, ils ne le reçoivent pas, d'autres vont le recevoir, et puis l'utilisation qu'ils vont en faire, ça ne va pas driver l'économie du pays. Et puis voilà, donc vraiment, je fais un exposé à part entière là, vraiment sur ça, pour parler des cas d'usage bien spécifiques où on a utilisé les big data combinés à l'intelligence artificielle pour pouvoir driver l'économie d'un pays. Voilà, merci. Ok, super. Je pense qu'on va essayer de prendre une ou deux questions au maximum. Alors, il y en a une des questions, peut-être que vous avez déjà répondu là-dessus. Est-ce que le parcours d'un développeur d'applications web et mobile peut devenir un data engineer? Allô, vous m'entendez? Il y a un problème de réseau. Merci, il y a un problème de réseau. Vous m'entendez? Allô, Gabriel? Oui, il y avait un problème de réseau. Oui, ok. Je pense que c'est du côté de M. Mbaye Babacar. Ah, ok, mais il a un problème de réseau. Oui, c'est ça. C'est vrai, tout à l'heure, il avait signalé qu'il avait, à un moment donné, je ne sais pas comment il s'est déconnecté, mais il a eu des soucis à se reconnecter aussi. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un webinaire très intéressant. Hein. Moi, je vois les questions. Oui, c'est intéressant ça. Qui parlent d'outils, mais surtout dans l'environnement Big Data. Donc, il faudrait peut-être voir comment les exploiter au plus. Moi, je préconise, dans le même sillage que le webinaire qu'on avait organisé avec Java. En fait, aujourd'hui, les étudiants qui font partie de la communauté et qui aussi sont peut-être des sympathisants de la communauté, s'ils ont besoin aussi d'un encadrement rapproché, ils peuvent le faire savoir. Ça permet au moins d'organiser des ateliers beaucoup plus pratiques, des ateliers beaucoup plus explicites, avec plus de temps, pour pouvoir vraiment cerner l'orientation. Parce que l'orientation, là, c'est vraiment parmi nos principaux objectifs. Aujourd'hui, on sait que c'est un très grand problème, c'est un très grand défi pour un étudiant de pouvoir s'orienter sans conseil, de pouvoir s'orienter sans avoir un mentor à côté de lui. Nous, on a vécu ces aspects-là. On sait qu'aujourd'hui, là où on a vécu notre expérience avec un mentor à côté, ça a été beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus rapide que là où on a vécu notre expérience sans mentor, ni quelqu'un qui nous donne vraiment, comment dirais-je, un aperçu sur ce qui est devant nous. Donc, je pense que c'est un webinaire qui est très intéressant. Aram, l'assistante de Maï, il est revenu? Non, pas encore, mais je pense que vous pouvez passer la parole à oui, vous m'entendez? Il est là. Ah oui, là c'est bon. Okay. Là c'est bon. Tu peux continuer les questions alors. Mais il est là. Alors, il y en avait juste deux. On était arrivé où? Ok. Tac. Purée. Yeah.
Tac, tac, tac. Ah ouais. Bon, je vais prendre une question au hasard. Je ne sais même plus où est-ce que j'étais. Alors, il y a une autre question. Comment profiter de l'IA générative en tant que développeur data? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi, l'IA générative, il est généré, il est travaillé par des développeurs data, là, que tu peux être comme data science ou bien data engineer, c'est vous qui amenez la donnée. Maintenant, comment profiter de l'IA générative? En fait, parce que ça dépend du point de vue, ok? Est-ce que profiter, c'est de profiter vraiment des algorithmes de base de l'IA générative, ou bien c'est juste utiliser des modèles d'IA générative? Parce que dépendant de l'un ou l'autre, là, ça va comme jouer un peu sur la réponse. Si c'est justement utiliser l'IA générative, par exemple, j'ai un modèle Llama ou bien un modèle GPT ou bien un modèle DeepSeek R1, par exemple, là, que je veux utiliser. Il y a deux manières de faire. Vous pouvez les incorporer, par exemple, dans vos pipelines de Big Data pour faire des estimations. Voilà. Ou bien aussi, vous pouvez aussi les incorporer dans vraiment vos pipelines, dans vos applications que vous utilisez. Des choses. Maintenant, si tu veux aller reprendre, travailler les modèles là, ça peut être comme un peu challenging parce qu'il y a beaucoup de ressources qui vont peut-être t'empêcher à le faire. Donc, si c'est une utilisation simple du modèle tel qu'il est, oui, tu peux le faire à travers tes pipelines de données. Voilà. C'est super. Super. Donc, permettez-moi, Djibril, de poser une question directe à Mbaye Babacar, de ne pas l'écrire sur le chat. Aujourd'hui, en écoutant le professeur tout à l'heure, le professeur Jack, il a évoqué une question essentielle, à savoir, aujourd'hui, ce que le Sénégal essaie de mettre en place en termes de stratégie IA. Tout le monde parle de l'IA. On est toujours dans le domaine du Big Data, étant donné que vous avez souligné comment aujourd'hui l'IA interagit avec le Big Data et le machine learning. Comment vous voyez le Sénégal avec toute cette histoire de définition de stratégie et d'utilisation d'IA? On en parle. Il faut utiliser l'IA pour accélérer l'éducation. Il faut utiliser l'IA pour ceci, pour cela. Alors que, est-ce qu'aujourd'hui, ne peut pas se commencer par d'abord les prérequis, cette stratégie-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est bien défini au Sénégal? Dessus, ou bien sont écoulés? C'est la question que je pose. En fait, j'ai commencé à lire là rapidement le rapport sur ça. Donc, c'est un rapport qui est très bien fait. Okay? Mais en fait, le seul problème que j'ai trouvé dans le rapport, c'est qu'il est orienté trop théorique. Exact. Ça veut dire quoi? Je ne dis pas que les gens qui l'ont fait, ils ne sont pas bons, ils sont très bons. Mais ce que j'ai senti, c'est qu'en fait, c'est comme si en fait, la théorie l'emportait un peu sur la réalité de ce qu'on vit et de ce qui est applicable dans la vraie vie. En tout cas, moi, c'est ça un peu le ressenti que j'ai quand je lis le rapport. Je suis en train de le lire. Dès que je le finis, je vais faire comme un rapport de mon point de vue et je vais publier. Mais c'est très bien fait. On voit que tous les points y sont. Mais le seul problème que je trouve, c'est qu'en fait, c'est un rapport qui peut être très difficile à être implémenté au Sénégal. Parce qu'en fait, voilà, il est un peu théorique, un peu orienté académie que plus réalité, ou bien pousser un pays vers le développement. Si je puisse me permettre, Mor, juste quelques secondes, je vais rajouter. En fait, j'ai eu la même réflexion quand j'ai lu aussi ce rapport, que j'ai trouvé trop optimiste. Ok, bon, c'était juste pour rajouter ça. Okay. Moi, je voulais ajouter tout juste une chose aussi, très très vite. Bon, j'ai pas eu le temps de voir ce rapport-là et Momar, je compte sur vous pour vraiment savoir ce qu'il en est. Mais bon, la chose qu'il faut comprendre quand même aussi, c'est que quand on a une technologie qui est disruptive, il faut un peu de temps, je veux dire, pour guider les dirigeants, tu vois, pour comprendre un peu où on va. Parce que si vous regardez un peu dans le cadre de l'IA, mais moi, j'ai parfois l'habitude de dire qu'on est tous sur la même ligne de départ. Mais il y en a qui seront toujours au devant des choses. C'est les gens qui anticipent les besoins, tu vois, et qui définissent vraiment une vision assez claire. Je faisais allusion à l'interview de Diouf, là, du ministère de
de l'enseignement supérieur. Mais je vous invite à aller regarder ça. Moi, je pense qu'il avait touché à beaucoup de points là. Merci. Je voulais tout juste ajouter ça. Ok, merci. Alors, Mor, tu avais d'autres questions, Oui, Mor? Babacar, je ne sais pas si on parle du même rapport, c'est le rapport SN numérique ou quelque chose comme ça, ou bien stratégie de l'IA 2025. Oui, 2035, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça, oui. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a aussi un aspect à prendre en compte. Aujourd'hui, s'il s'agit d'une stratégie nationale, il faut bien comprendre qu'un État ne dévoile pas tout. Donc, si aujourd'hui l'aspect théorique, évidemment, il faut juste les trucs théoriques, ne pas aller presque au détail de comment ça doit être implémenté ou bien au Sénégal réellement. Mais moi, ce que je pense que, comme tu l'as dit, hein, c'est des experts qui sont autour et qui réfléchissent sur ça. Mais comme tu l'as dit, j'ai un sentiment qu'en tout cas, même s'il y a beaucoup d'experts autour, il y a vraiment au Sénégal des ressources qui sont dans le domaine et qui ont fait des preuves, peut-être qui ne sont pas intégrées d'une certaine manière. Concrètement aussi, comme tu l'as dit, tu l'as dit, les domaines d'application, ces domaines-là, Djibi l'a dit tantôt, est-ce que réellement est-ce que c'est pas optimiste? Aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de voir comment commencer par la base d'abord? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas forcé que forcément aujourd'hui on doit aller à l'ère de l'IA. Ces modèles dont vous avez parlé tout à l'heure, parmi ces modèles, comment faire en sorte que le Sénégal puisse construire elle-même ces modèles? Parce qu'il ne s'agit pas quand même de dire je veux utiliser n'importe quel modèle. Donc, si on utilise n'importe quel modèle, est-ce que ces modèles-là seront adaptés à notre culture? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Oui, il y a des problèmes de coût aussi hein, qu'il ne faut pas négliger. Demandez aux Chinois qui viennent de déployer leur modèle, là, combien ils ont mis sur la table. Mais quelles sont les urgences de nos gouvernants en ce moment-là? Quand tu vis dans des environnements où les gens demandent à manger déjà. Donc, il y a ces priorités-là qui sont derrière. Écoutez, moi, je pense que c'est important que les chercheurs, tu vois, fassent plutôt attention à l'open source, parce qu'il y a quand même pas mal de modèles qui sont là-bas disponibles dans le cadre de l'ouvert, et essayer de jouer avec ces choses-là et d'apprendre le plus vite possible. Ça, je pense que ce serait important. Oui, 100%. Ok, super. Alors on prend encore combien de questions? Alors, peut-être une ou deux. Hein? Une ou deux, ouais, on va faire ça. Parce que je pense que... Alors, avez-vous des sites que l'on pourrait récupérer des cahiers de charges pour s'entraîner, que ce soit en anglais ou en français, de manière plus large? Y a-t-il pour le développement aussi? Oui. Okay. Oui. Ben, je pense que c'est un site là que je donnais souvent à mes étudiants. D'accord. Voilà, donc ça s'appelle cahierdecharges.com, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle cahierdecharges.com là. C'est un site que j'utilisais pour mes étudiants. Voilà, donc parce que dans mes projets, souvent là, je crée pas ça. Je dis aux étudiants d'aller chercher des cahiers de charges, de venir faire la modélisation, la conception et puis de faire le développement. Alors, moi, j'ai pas de questions. C'est juste que j'ai un modèle de time series qui est en train de faire de l'overfitting. Après, je vais vous contacter pour voir comment l'optimiser. Okay. J'adore ça. Ok. Alors, tac. Alors, on prend une dernière question. Bon, ça peut être intéressant pour les apprenants. Alors, comment peut-on faire du big data lorsqu'on n'a pas assez de ressources matérielles? Voilà, et puis c'est ça en fait la magie du big data. T'as pas besoin d'avoir du matériel pour le faire. Genre, il peut tenir les outils, ils peuvent tenir sur une machine simple. Et puis c'est ça même l'idée derrière Hadoop et puis Spark. C'est ça. C'est de faire du big data sur des machines qui n'ont pas de puissance. Ouais, okay. Donc tu peux les installer dans une machine où par exemple tu as 16 Go de RAM, tu as 3 processeurs, tu as comme 64 Go de disque. Tu peux installer ça, 100 Go, 128 là, parce que le système d'exploitation il prend un peu d'espace.
Mais avec ça, tu peux déjà commencer à faire du big data. Tu peux aller installer ces outils-là et puis tu peux aller commencer à faire du big data avec ça. D'accord. Alors, Mor n'est pas là. Juste pour voir, tout à l'heure, il parlait d'Aram, s'il a quelques mots à ajouter. Allô? Alors, oui, Oui, Djibril, je suis là. Hein? Ok. Oui, je crois que la discussion est passionnante. On a déjà dépassé le créneau, le créneau original. Voilà, donc, je pense que comme on l'a constaté, hein, donc c'est un sujet qui est très intéressant et qui nous passionne tous. Donc, Djibril, si tu peux prendre un intervenant ou deux, le temps de clôturer. Après, on va faire la conclusion pour clôturer. Remercier le parrain et le docteur. Ok. Tout à l'heure, moi, tu avais dit que tu voulais passer la parole à Aram juste pour qu'elle glisse quelques mots ou c'est pas. Oui, Ouais. Aram a dit qu'elle n'est pas disponible, qu'elle est dehors. Ok, donc. Elle nous écoute. Ouais, elle nous écoute, ouais. Ok, donc. Il y a Ndeye Khari qui est là, Mam Khari qui est là. Donc, elle aussi, elle peut prendre la parole. Ok, donc. Ouais, s'il y a des s'il y a des volontaires pour prendre la parole, rapidement. Bon, sinon, on donne la parole à Babacar pour son mot de la fin, après le professeur, avant de clôturer. Super. Oui, Ouais, voilà, là. Bonsoir. Excusez-moi, Djibril, Oui. juste d'évaluer le webinaire. Je pense que le lien a été envoyé sur le chat. Permettre aux participants de prendre tout juste quelques secondes d'évaluer le webinaire. S'il vous plaît. Merci. OK. C'est bon? On donne le mot de la fin? Oui. Ok, c'est bon pour moi. Voilà, c'est bon pour moi là. Donc, comme je disais, voilà, c'est un plaisir, donc toujours un plaisir de venir là, en fait, partager avec tout le monde, mais surtout d'apprendre voilà, des autres et puis de partager aussi sa connaissance. Donc, ça fait toujours un plaisir vraiment là. Et puis, merci à toute l'audience, au professeur Moustapha Diak et puis à Momar et toute l'équipe. Ok, en tout cas, super. En tout cas, c'était intéressant et enrichissant, surtout aussi côté apprenant. Je pense que les tips que vous avez donnés vont leur permettre d'avoir la ligne directrice qu'ils doivent suivre pour atteindre leurs objectifs finaux, quoi. Ça, c'était intéressant. Docteur Mor, tu es là? Professeur? Un petit mot de fin? Oui, Momar, merci beaucoup. Pour mot de fin, sincèrement, la présentation était excellente. Je suis sûr que Babacar ne va pas le dire. Moi, je vais le dire. C'était vraiment excellent. Très, très bien présenté. Et moi, je dirais kudos à vraiment SendDevUp. Pour un premier webinaire, sincèrement, c'était excellent. Et j'espère qu'on va distribuer un peu, je veux dire, l'enregistrement ici. C'est tout ce que je voulais ajouter. Et puis, bon, vraiment insister sur un point. Je sais que Babacar en a parlé une fois, deux fois, trois fois. Quand on parle des métiers du futur, il faut toujours savoir que maintenant, je veux dire, bon, ce qui est en train de gérer tout ce dont on parle maintenant, toutes les industries qui s'attachent au numérique et l'IA, c'est l'aspect pratique des choses. Il ne s'agit pas de terminer un certificat, tu vois. Il ne s'agit pas de dire j'ai un certificat XY, mais ce qui importe du moins en Amérique du Nord, ça je peux le dire parce que Babacar est en train de rire, mais c'est ce que vous pouvez faire avec votre diplôme. J'ai maintenant, par exemple, dans mon groupe de recherche, là, une quinzaine de doctorants, mais je finis tous mes cours avec ça, tu vois. Moi, vous voulez comment ça s'appelle, une évaluation top AAA, je peux vous donner ça, mais ce qui m'intéresse, au fait, c'est à la fin, le produit que vous allez soumettre. Ça, c'est très, très important. Et merci beaucoup pour l'invitation, Momar. Et bien sûr, j'attends le troisième webinaire pour m'inscrire. Merci. Okay. Oui, mon professeur, merci beaucoup. Hein. Merci à toi pour la participation, pour le parrainage. Ça a été vraiment excellent. Babacar, félicitations à toi pour la présentation. Vraiment, on est en attente donc, du next webinaire sur le Big Data. Et je pense que ça va intéresser tout le monde. Donc, chers membres de la communauté, merci beaucoup pour votre participation. Donc, c'est ça la communauté. Donc,
Donc, merci beaucoup. Merci, Djibi. Je pense qu'on peut clôturer la session. Allez, Merci excellent. beaucoup. Merci beaucoup, Babacar. Ouais. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci. Ciao.